Bonjour, je m'appelle Marie. Je travaille sur PVTiste depuis pas mal d'années. J'ai fait un PVT Canada il y a longtemps et j'ai tellement aimé le PVT Canada que depuis, chaque année, j'essaye d'aider au maximum les gens à faire leur demande de PVT. Voilà. Et accessoirement, tu as fait 4 PVT. Et accessoirement, j'en ai fait d'autres après le PVT Canada, oui. Voilà. Moi, que 2 seulement, Australie et Canada. Je suis Julie Lilou sur PVT, si jamais certains m'ont vu passer. Et donc, moi aussi, mon PVT date pas mal, mais comme Marie, je suis assez habituée à répondre aux questions qui concernent la demande de PVT Canada. Donc voilà, là, on va pouvoir regarder un petit peu les questions que vous nous avez envoyées. On trouve que le timing est magique avec l'annonce aujourd'hui de l'ouverture du PVT 2020 pour lundi. Donc voilà, vous êtes déjà plus de 100 à arriver, donc on va commencer. De toute façon, ce live restera sur le groupe pendant une période indéterminée. Vous pourrez le re-regarder si vous arrivez en cours de route. Voilà. Alors, Marie, tu veux prendre la première question? Alors, comment fait-on pour s'inscrire? Sans rentrer dans chacun des détails, vous allez devoir vous inscrire sur le site des autorités canadiennes. On va vous partager le lien. Tout à fait. Dans une petite seconde. Vous allez devoir au préalable en fait créer un compte quand ce sera ouvert, donc à partir du 9 décembre prochain, donc à 15h heure française. Vous pourrez à ce moment-là donc créer un compte sur le site des autorités canadiennes et déposer une candidature dans un bassin de candidats. Donc, on va rester pour l'instant sur le PVT. Ce sera une candidature pour la catégorie vacances-travail, si vous souhaitez faire un PVT. Exactement. Le site, c'est canada.ca. Si vous voulez accéder à la bonne page directement, c'est canada.ca/EIC-international avec un E. Ça va vous être partagé en commentaire de la vidéo. On insiste bien là-dessus parce que plein de gens se font arnaquer. Et passent par des sites qui ont l'air officiels, qui ont même parfois des orgues dans l'URL, on ne sait pas trop par quel miracle, mais il faut vraiment rester sur le site du gouvernement du Canada. Faites bien attention à ne pas être sur des sites internet louches qui vont vous demander votre numéro de téléphone et qui ensuite littéralement vont vous harceler et vont vous demander de l'argent pour vous inscrire dans le bassin, pour faire votre demande de PVT à votre place. D'une part, ils vont prendre de l'argent pour rien et secondo, ils ne peuvent pas vous aider à avoir une place. C'est pas parce que vous allez payer 1 300 € ou 2 000 € comme on l'a entendu parfois que vous aurez plus de place que les autres. Voilà. Sur PVTiste, le seul lien donc, pour vous inscrire, c'est celui-ci. Hein. Il n'y en a pas d'autre en fait, c'est surtout ça. Exactement. Canada.ca/EIC-international. Et sur PVTiste, on a 2 liens qui peuvent vous intéresser. C'est un tutoriel que Marie a rédigé pour vous expliquer comment faire la demande de PVT. Il y a un mini tutoriel qui explique les étapes de façon plus brève et un tutoriel très détaillé. Mais du coup, il répond à absolument toutes vos questions, tous les cas particuliers, toutes les questions où vous vous dites « personne n'a dû poser cette question avant moi ». Eh bien, si. Donc là aussi, on va vous mettre les 2 liens en commentaire de la vidéo. Voilà. Notez que ce sont des tutoriels par rapport aux démarches de l'an dernier pour le moment. On le mettra à jour dès l'ouverture de la saison s'il y a des nouveautés. Donc pour l'instant, c'est basé sur l'expérience de l'an dernier. Si rien ne change, ce sera très, très similaire. Si ça change, il faudra peut-être attendre quelques heures qu'on republie une version plus à jour des tutoriels. Voilà. Il faut nous laisser un peu de temps. C'est ça. Et à l'ouverture du bassin de candidats, si jamais vous ne trouvez pas votre réponse justement dans le tutoriel, n'hésitez pas à laisser un commentaire en dessous. Et généralement, que ce soit nous ou d'autres PVTistes, ça s'entraide quand même plutôt bien pendant cette période. Donc, n'hésitez surtout pas. Si vous avez un doute, vaut mieux poser la question que de faire une erreur. Voilà. Oui. Ensuite, on nous pose des questions sur le quota. Vous avez vu tout à l'heure, on vous l'a annoncé, pour 2020, il y aura 7100 places pour les Français, 750 places pour les Belges et 80 places pour les Luxembourgeois, pour ne citer que. On nous demande, est-ce que ce quota va rester identique ou est-ce qu'il va être augmenté par la suite? On ne sait pas. Voilà, c'est ça. Malheureusement, le problème, c'est que c'est un peu la surprise chaque année. En 2019, il y a eu beaucoup de places qui ont été ajoutées en cours de saison. Il y avait 7150 places au début et ils ont rajouté 7900 places en cours de saison, mais ce n'est pas du tout garanti que ce soit le cas cette année.
Il y a eu des années où il n'y en a pas du tout eu en plus, il me semble. En 2017, pour la saison 2017, ils ont ajouté des places, mais en les reprenant au quota des autres catégories pour les Français. Ils n'ont pas mis des places bonus comme ça a été le cas en 2019 avec les 7900 places supplémentaires. C'est ça. Donc peut-être que ça restera jusqu'à la fin à 7100. Et puis ça se trouve, comme en 2019, on aura 15 000 places, mais ça, l'avenir nous le dira. On ne sait pas. On ne sait pas du tout. Partons sur ça ne sera pas le cas. Exactement. Partons sur la version pessimiste. Et si ça se produit, s'ils augmentent des places en cours d'année, ce sera une bonne nouvelle. Mais savoir que, par exemple, l'année dernière, en mai dernier, 7900 places ont été ajoutées, c'est aussi un moyen pour vous, c'est aussi un élément qui vous permet de vous dire qu'il faut que vous vérifiez votre compte chaque semaine, pendant plusieurs mois, même en mai, même en juin, même quand ils indiquent 0 dans le nombre de places disponibles sur leur site internet, parce qu'ils le feront à un moment. Même si c'est marqué 0, ça ne veut pas dire qu'ils ne distribueront plus de places de toute l'année. L'année dernière, juste avant qu'ils ajoutent les 7900 places, pendant 2 semaines, je crois, c'était marqué à 0 le quota pour les Français. Et il y a eu des milliers de personnes qui ont été invitées. Donc ça ne veut pas dire, si le quota tombe à 0, que vous devez arrêter de surveiller votre compte. Exactement. Parce qu'effectivement, je rebondis sur ce que dit Marie. Beaucoup de gens pensent que systématiquement, quand ils sont tirés au sort, ils reçoivent un email. Il y en a qui reçoivent un email. En plus, ils croient que l'email leur dit « vous avez été invité ». Voilà, donc 2 erreurs. Pardon. Petit 1, si on reçoit un email pour nous prévenir qu'on a été tiré au sort, ça n'indiquera pas clairement « vous avez été tiré au sort ». Ça indiquera simplement, Marie, tu as le texte précis qui dit « vous avez un nouveau message sur votre compte, veuillez vous connecter ». Quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça. En revanche, plein de gens ne reçoivent pas de mail. Et plein de gens reçoivent le mail dans les spams, ce qui fait que nous, notre conseil, c'est de vérifier le compte sur le site où vous avez créé votre interface sur canada.ca, en gros. Vous allez vous reconnecter à votre compte avec votre clé GC et votre mot de passe, et vous allez voir si oui ou non vous avez été tiré au sort pour le PVT. Voilà. Ensuite, les rondes sont tous les combien et quelle est la date de la première ronde ? Alors, on ne connaît pas la date de la première ronde, elle sera annoncée au moins 72 heures en avance, normalement, sur le site des autorités canadiennes. Là, ils ont annoncé notamment les quotas aujourd'hui. Si on peut vous partager le lien, ce serait bien. Voilà. On va vous partager le lien pour les Français. Et si vous êtes belge ou une autre nationalité, regardez juste, vous mettez changer la sélection. Et vous pouvez mettre votre nationalité et la catégorie qui vous intéresse. Voilà. Et donc, ce sera annoncé sur ce lien-là. En avance, ils annonceront la date de la première ronde. Après, normalement, si c'est comme les années précédentes, il devrait y avoir des rondes à peu près une fois par semaine. L'année dernière, ça avait tendance à être plutôt en début de semaine. Donc, le lundi soir ou le mardi soir, à peu près. Oui. C'était souvent à ces moments-là. Ensuite, ça peut être un peu plus tard dans la semaine. Pour nous, donc, comme disait Julie, le seul moyen pour vous d'être sûr de ne jamais rater une invitation si vous en recevez une, c'est de vous connecter au moins une fois par semaine. Vous prenez un jour au hasard, le jeudi, le vendredi, le samedi, vous vous dites tous les samedis, à partir de maintenant, je regarde mon compte chaque semaine. C'est voilà. C'est la meilleure. C'est vraiment hyper important. L'année dernière, donc il y a eu 15 000 places et au total sur l'année 25 000 invitations envoyées. On pense que parmi les 10 000 invitations envoyées qui n'ont pas mené à une place à la fin, il y avait des milliers et des milliers de demandes candidats qui n'avaient pas vu. De candidats qui n'avaient pas vu qu'ils avaient été tirés au sort. C'est vraiment très fréquent. Là récemment, on a fait beaucoup de salons. Destination Canada, le mois du Québec, etc. en France. Et on en a vu plein, en fait, des gens qui avaient été tirés au sort et qui l'ont pas vu. Donc, en gros. Qui l'ont vu plusieurs mois plus tard. Ou qui l'ont vu plus tard. C'est encore pire, presque, je pense. Ce qu'il faut savoir, c'est que la première date, la première ronde d'invitation, quand nous, on le saura, bien évidemment, on vous la relaiera sur PVTist, site, application, Facebook, Twitter, etc. Donc, voilà, soyez vigilants. Mais en tout cas, ça veut dire que quand le bassin de candidats va ouvrir lundi, c'est pas forcément la course à l'inscription. Vous pouvez tout à fait attendre, soit qu'il soit 3 heures du matin, soit le lendemain ou le surlendemain, qu'il y ait moins de gens qui soient connectés sur le site. Parce que très probablement, lundi, il y aura des bugs de connexion, parce que vous serez tellement nombreux à vous inscrire que ça ne va pas très bien marcher. Donc rassurez-vous,
Dites-vous que le bassin de candidats, c'est un gros bol. Chacun met son petit bulletin de participation. Les premiers à le mettre n'ont pas plus de chance que ceux qui le mettent 3 jours plus tard. Finalement, le tirage au sort va être fait de façon aléatoire. Donc, vous n'êtes pas pressé, en fait, à l'ouverture. Il va y avoir plusieurs semaines, enfin au moins plusieurs jours, ça c'est sûr, voire sûrement plusieurs semaines entre le début des inscriptions et les premiers tirages au sort. L'année dernière, le bassin a ouvert en début de mois de décembre et le premier tirage au sort a eu lieu fin décembre. Et encore, c'était une ronde test. Il y a eu une ronde test mi-décembre. Mi-décembre et la fin. Et fin décembre, la première ronde 27, officielle. je crois. 27 décembre. Mais en gros, c'était entre la ronde test et l'ouverture des bassins, il s'était déroulé 13 jours au moins. Au moins, ouais, à peu près 2 semaines. Donc, vous stressez pas sur il faut que je le dépose absolument le premier jour. Oui. C'est pas nécessaire, c'est pas grave. Laissez-moi de la place pour que je fasse le tutoriel. C'est aussi. Exactement. On a besoin de se connecter pour voir justement si des choses ont changé cette année. C'est sans doute pas le cas, mais on vaut mieux qu'on vérifie quand même. Et et comment vont se traduire les bugs sur le site des autorités canadiennes? Très certainement, vous n'allez pas pouvoir vous connecter à votre compte. On va vous dire que votre mot de passe n'est pas reconnu. Ou vous allez vous faire renvoyer très très régulièrement sur la page d'accueil du site canada.ca ou du site de l'immigration. Mais voilà, ça va être des bugs. Si vous voyez ça, c'est pas grave, ne paniquez pas, c'est juste qu'il y a beaucoup de monde. Il faut juste être patient. Ensuite, faut-il obligatoirement que les bassins soient ouverts pour voir si on est admissible? Car ça me met que je ne suis pas admissible alors qu'en principe, je réponds aux critères. Alors, en ce moment, si tu vois le message « Je ne suis pas admissible », on te dit qu'il y a 2 raisons. Soit c'est parce que tu n'es pas admissible, soit c'est parce que les bassins ne sont pas ouverts. Donc, c'est juste que les bassins ne sont pas ouverts actuellement. Oui. Voilà. Donc, t'inquiète pas, tout le monde a exactement le même résultat en ce moment. Parfait. Voilà. À combien étaient les quotas PVT 2019? On en a parlé juste avant. Ce que vous pouvez faire, c'est consulter notre article sur le bilan du PVT Canada 2019. Il y a quand même pas mal d'informations qui sont dedans qui peuvent vous donner des informations. Là aussi, on va vous le partager. Alors, attendez. Voilà, celui-ci. Ça vous permettra un petit peu de voir comment a fonctionné la saison 2019, combien de tirages au sort il y a eu, combien de personnes ont été tirées au sort justement avec l'estimation du nombre de participants aussi. Voilà, qui seront peut-être vos nouveaux concurrents cette année. Donc voilà, ça on a déjà répondu, donc on va passer à la suivante. Bonjour, 7100 PVT pour les Français, c'est sur toute l'année 2020 ou juste pour le premier tirage? Oh, si seulement. Oh, si seulement, oui. Non. C'est pour toute l'année normalement. Oui. Pour l'instant, il pourrait en rajouter, comme on l'a dit, il pourrait peut-être rajouter des places, mais pour le moment, les 7100 places, c'est pour toute l'année. Oui. Voilà, ça c'est important. Et petit point, par contre, il faut savoir que l'année dernière, dans les premières saisons, donc les 5-6 premières saisons entre janvier et février, début février à peu près, ils ont envoyé énormément d'invitations à ce moment-là. Je crois que c'était autour de 8000. Donc, il faut se dire que dans les premières semaines, ils vont envoyer beaucoup d'invitations. Peut-être pas toutes les places pour l'année, mais ils vont en envoyer un certain nombre en effet. Si ça se passe de la même façon que l'an dernier. Oui, encore une fois, c'est un peu dur de vous donner des réponses certaines, parce que ça peut changer à tout moment. C'est maximum 750 personnes pour la Belgique? Oui, malheureusement, mais il y a quand même un mais. Si on fait un petit peu les calculs, vous verrez que même si les Belges ont moins de places, comme il y a moins de candidats intéressés, vous avez plus de chances d'avoir une place en étant belge qu'en étant français. Bon, ceci dit, on ne peut pas tout avoir. Les Français, c'est 2 ans de PVT et c'est jusqu'à 35 ans. Les Belges, c'est 1 an de PVT et c'est jusqu'à 30 ans. Donc, au moins, heureusement, vous avez un peu plus de chances d'avoir une place que les Français. Voilà. Deuxième point pour la Belgique, l'année dernière aussi, leur quota avait été augmenté en cours d'année, je crois que c'était en juin par contre. Il avait pris 250 places. Oui. Et concrètement, pour les candidats belges, ceux qui étaient inscrits vers le début de la saison, donc dans les premiers mois de la saison, ils ont quasiment tous été invités dans l'année. Oui. Voilà. C'est à part si vraiment, il y a eu peut-être 1 ou 2 personnes qui n'ont vraiment pas eu de chance, mais normalement, ils ont à peu près tous été invités grâce au nombre de places pour l'année. Ça comblait à peu près les besoins l'année dernière au moins. Très bien. Ensuite, on rentre un petit peu dans la partie plus technique. Alors, il faut créer une clé pour le PVT. Et oui, qu'est-ce que c'est que ce truc, Marie? C'est une clé GC même, plus particulièrement. Alors, une clé GC, c'est le moyen de vous identifier sur le site de l'immigration canadienne. Imaginez concrètement la clé GC. Vous allez créer une clé GC, vous allez créer un compte. La clé GC, c'est concrètement les clés,
la clé pour ouvrir la porte de votre maison qui est votre compte. La clé, elle est nécessaire pour rentrer dans votre maison. Voilà, on va dire ça comme ça. Et la clé, elle est constituée d'un mot de passe et d'un nom d'utilisateur. Et ensuite, quand vous entrez dans votre maison, restons sur la thématique de la maison, vous allez devoir rentrer une sorte de code, comme si c'était un code pour l'alarme, qui va être constitué d'une question qui va vous être posée, par exemple, que vous allez vous-même choisir d'ailleurs, et à laquelle vous allez devoir répondre à chaque fois que vous allez vous connecter à votre compte. Donc, vous aurez un nom d'utilisateur à rentrer, un mot de passe et une question à laquelle vous devrez répondre à chaque fois que vous vous connaîtrez. Je crois qu'il y a 4 questions que vous pouvez choisir vous-même et vous devrez y répondre de manière aléatoire. Ça peut être quel était le nom de mon chien en 6e ou le nom de ma maîtresse ou le nom de mon meilleur ami, ce genre de choses. Donc évidemment, mettez bien des choses dont vous allez vous rappeler. Même chose pour votre identifiant et votre mot de passe. Il vous demande quelque chose d'assez étoffé en termes de mot de passe pour que ce soit sécurisé. Donc notez-le quelque part, vous en aurez besoin à chaque fois. Notez-le vraiment parce qu'il y a il y a des milliers de personnes qui se font inviter, donc reçoivent un mail qui potentiellement leur dit qu'ils ont été invités et ils disent « je n'arrive pas à accéder à mon compte parce que je suis incapable de me souvenir de mes mots de passe ». Les tirages au sort vont avoir lieu chaque semaine et ça va s'étendre sur plusieurs mois. Il est possible que vous vous inscriviez donc lundi prochain et que vous ne soyez invité qu'en juin prochain. Il faut donc que vous vous souveniez de votre mot de passe que vous aviez utilisé 7 mois plus tôt. Donc, il va falloir prévoir et vous organiser pour garder au moins le mot de passe. Soit un mot de passe que vous utilisez, par exemple, pour vous connecter à votre mail, à votre Facebook ou quelque chose comme ça. Soit vous le notez, vous l'envoyez par mail et vous vous mettez comme motif du mail PVT Canada. Et comme ça, vous le retrouverez, quoi. Oui, d'ailleurs, ce que tu dis me fait penser à quelque chose parce que c'est une question qu'on nous pose parfois, qui nous paraît surprenante, mais peut-être que vous êtes certains à vous la poser. On nous demande sous quel délai je sais si j'ai une place. Et bien en fait, c'est pendant toute la saison. La saison 2019, elle a duré, donc elle a ouvert le 3 décembre 2018. 4, autant pour moi. Et elle a fermé le 4 octobre 2019. Donc en gros, ça a duré pendant 10 mois. Pendant ces 10 mois, soit vous êtes tiré au sort, vous avez de la chance au mois de janvier, soit vous êtes tiré au sort, comme disait Marie, au mois de juin, par exemple, au mois d'avril, et puis peut-être que la saison va fermer en septembre ou en octobre 2020 et vous n'aurez pas du tout été tiré au sort. C'est à ce moment-là que vous saurez par vous-même, en fait, que vous n'avez pas eu de place. Donc, ce qu'il faut avoir à l'esprit, en tout cas pour les Français, c'est qu'une fois les 15 050 places données en 2019, il restait 11 800 personnes dans le bassin. En tout cas, c'est le chiffre qui est indiqué sur le site des autorités. Donc, ça veut dire que 15 000 personnes l'ont eu, mais quasiment 12 000 personnes ne l'ont pas eu. Donc, c'est absolument primordial de comprendre que vous n'avez aucune garantie d'avoir un PVT en 2020. Peut-être que vous n'en aurez pas en 2020, mais peut-être en 2021. Ou peut-être que vous jouerez de malchance, comme certains PVTistes qu'on rencontre parfois, qui essayent depuis 3 ou depuis 5 ans. Voilà. Donc, qui n'ont pas de chance. Voilà, qui n'ont pas de chance. Donc, ayez toujours un plan B, que ce soit... Ou qui nous cachent qu'ils ont reçu une invitation et qu'ils l'ont raté. Qu'ils l'ont raté, oui. Ça, effectivement, c'est assez fréquent. En tout cas, ayez toujours un plan B, que ce soit un PVT en Australie, au Japon, en Argentine, ou alors peut-être un autre permis de travail pour le Canada, ou un permis d'études, peu importe, parce que c'est pas garanti de dire, voilà, je pars en PVT en juillet prochain. Non. Petit point... Quand je disais, vous pouvez... Alors oui, quand je disais par rapport à la clé GC et au compte, vous allez donc créer une clé GC, puis un compte, puis ensuite vous allez créer une candidature quand les bassins seront ouverts. Sachez, si c'est pas encore fait, voilà, vous pouvez le faire. Ne vous jetez pas maintenant, suivez quand même la conférence jusqu'au bout et n'allez pas pourrir le serveur des autorités canadiennes. Mais sachez que vous pouvez créer un compte dès maintenant si vous voulez. Vous ne pourrez pas créer de candidature dans le bassin de candidats. N'essayez pas de commencer une demande, vous allez partir dans une mauvaise direction, etc. C'est sûr. Mais vous pouvez déjà créer un compte si vous le souhaitez, avec donc identifiant, mot de passe et les 4 questions de sécurité. Ça, vous pouvez le faire dès maintenant. Vous pouvez vous aider de notre tuto pour le faire, il n'y a pas de souci. Mais vous ne pourrez pas pour l'instant créer de candidature pour Expérience Internationale Canada, c'est-à-dire le PVT. Oui. Ça va être un point très important, ce point-là. Quand vous allez faire votre demande de PVT, on va vous demander qu'est-ce que vous voulez faire, qu'est-ce que vous voulez venir faire au Canada. Vous allez devoir sélectionner obligatoirement soit Expérience Internationale Canada, soit EIC, voyager et travailler au Canada. C'est essentiel de choisir l'une de ces 2 options. Si vous choisissez travailler, si vous choisissez immigrer ou quelque chose comme ça, vous n'accéderez jamais
à la demande de PVT. Et là aussi, c'est fréquent, hein. Des gens pensent avoir été tirés au sort et déposent une demande tout de suite, et puis au bout de quelques semaines, reçoivent un refus de leur demande de permis de travail parce qu'ils n'étaient pas du tout éligibles, c'était pas un PVT. Donc, ils avaient présenté une demande avec des documents et des frais qu'ils ont payés pour rien. Voilà. Si vous commencez une demande de PVT et qu'on vous demande immédiatement, directement, de joindre des documents et de payer des frais, vous n'avez pas commencé la bonne demande. C'est ça. Pareil pour les JP, pareil pour les stages. Si c'est immédiatement, tout de suite, vous recevez ça, vous n'êtes pas sur la bonne demande. Parce qu'en fait, vous allez déposer une candidature dans un bassin de candidats. Pour ça, vous n'allez rien payer, vous n'allez rien fournir comme document. Du coup, c'est uniquement quand vous êtes tiré au sort que vous allez devoir payer des frais de participation et fournir des documents, par exemple un scan du passeport, une photo et un CV, entre autres choses. Voilà. Mais au moment de s'inscrire dans le bassin, il n'y a rien à fournir. Donc voilà, l'indication de Marie est bonne. Si au moment de vous inscrire dans un bassin, on vous demande quelque chose, des documents, c'est que vous n'êtes pas au bon endroit. Venez sur PVTIS, posez la question ou reprenez notre tutoriel du début pour bien suivre toute la démarche parce que c'est pas forcément évident de se retrouver sur le site du gouvernement. Donc, faites ça bien. Ah oui, on a un article qui s'appelle les 10 façons de mal commencer. Voilà, les 10 façons de mal débuter sa demande de PVT. Ah ouais, ça a marché. Oui, normalement, on devrait le trouver. Alors, comment je fais ça? Je fais comme ça. Hop. On va vous le partager aussi. Il est où? Là? Ici? Ouais, ici. Après la clé, ouais. Hop. Cet article est utile pour vous parce que c'est les erreurs en fait qu'ont fait les autres avant vous et ça permet normalement d'éviter les dites erreurs. Parfait. On va dire ça comme ça. Mais justement, tu as un peu répondu à la prochaine. Je me suis déjà inscrite en avance il y a quelques jours pour prévoir. Devrais-je me réinscrire le 9 décembre? Donc, l'inscription sur le site est faite. Si tu as créé ton compte sur le site, c'est bon. Mais l'inscription dans le bassin n'a pas pu être faite. C'est la petite nuance. C'est fermé pour l'instant. Voilà. Si tu as déposé des documents et tu as payé des frais ou même si tu as juste déposé des documents, tu n'as pas entamé la bonne demande. Voilà. Mais si tu t'es simplement inscrit en créant ta clé GC, c'est tout bon. Il n'y a pas de problème. Voilà. Ensuite, bonsoir. Pour l'inscription au PVT, quels sont les documents que l'on peut préparer avant de recevoir son invitation? Quels sont les documents à fournir pour être sûr d'avoir un dossier complet? Alors, sur la base de ce qui était demandé en 2019, parce qu'on ne sait pas si les consignes ne vont pas changer cette année, les documents que vous avez à prévoir, si vous recevez une invitation, sont une photo d'identité, format passeport, un scan de votre passeport, des pages d'identification de votre passeport, donc c'est les pages 2 et 3, et de toutes les pages sur lesquelles figurent des visas ou des tampons. Tous ces scans doivent être réunis sur un seul document en PDF. Oui. Ensuite, il y a quoi d'autre? Un formulaire d'information sur les familles. Ça, c'est un document que vous pourrez télécharger directement sur votre compte quand vous aurez été invité et que vous devrez fournir les documents. Et un CV. Un CV complet et à jour. Complet et à jour, ça veut dire qui inclut l'intégralité de vos expériences professionnelles, qu'elles soient dans votre domaine ou pas dans votre domaine, qui inclut également toutes les périodes d'inactivité. Vous avez été au chômage pendant 3 mois, vous le marquez sur votre CV. Le CV, c'est pas pour rechercher vraiment un emploi, c'est pour que les autorités voient ce que vous avez fait, à quel moment, dans quelle ville vous vous trouviez, dans quel pays vous vous trouviez. Donc, il faut être complet. Vous avez une expérience entre mai 2018 et octobre 2018, vous marquez mai 2018, octobre 2018. Vous mettez pas juste 2018, j'ai fait quelque chose. Vous êtes précis dans votre CV, vous êtes au maximum précis dans votre CV. Pourquoi on vous dit d'être très précis dans votre CV? C'est que si vous n'êtes pas assez précis dans votre CV, et il y a aussi, si vous êtes invité, vous aurez un formulaire à remplir aussi sur vos antécédents professionnels. Il faut être là aussi très précis. Si vous n'êtes pas suffisamment précis, si vous avez des trous de, on va dire, 6 ou 7 mois parce que vous n'avez pas voulu parler du fait que vous étiez au chômage, entre parenthèses, les autorités s'en foutent. Mais si vous n'avez pas voulu parler du fait que vous étiez au chômage pendant 7 mois et que donc vous avez un trou qui est inexpliqué, les autorités vont revenir vers vous et vous demander quels ont été vos déplacements dans des pays étrangers, donc en dehors de la France si vous êtes français ou en dehors de la Belgique si vous êtes belge, dans les 10 dernières années. Parfois, ça arrive. Et donc, il va falloir se souvenir de tous vos déplacements à l'étranger. Ça veut dire, par exemple, votre week-end en Italie que vous avez fait il y a 4 ans avec des copains, eh ben, vous allez devoir vous en souvenir. C'est pour ça, il est dans votre intérêt de ne pas avoir à remplir ce formulaire et donc remplir juste correctement, sans parler forcément de chaque petit séjour à l'étranger, hein, mais expliquer toutes vos périodes de vie depuis qu'en gros, vous avez 18 ans.
C'est ça. Si vous êtes parti en week-end 5 fois en 2018, on s'en fiche en fait. Au moment du CV, si vous étiez au même poste pendant toute l'année 2018, vous mettez simplement le nom de l'employeur, le poste, etc. La ville, Voilà. le pays. Ville, pays, très important. Oui. Même si c'est en France. Ville, pays. Il y a, Voilà. il y a des villes qui s'appellent Paris au Canada. Exactement. Donc voilà, et là aussi on a un article qui se base là aussi sur 2019, mais on le mettra à jour si ça change en 2020, qu'on va vous partager, qui s'appelle Zoom sur le CV pour la demande de PVT. Ah, et dans les autres documents qu'on peut vous Bien demander, sûr, oui. On peut vous en demander 2. Une preuve d'examen médical. Si vous comptez Travailler avec des enfants. Je te laisse dire. Si vous pensez travailler avec des enfants dans le domaine hospitalier, si vous avez eu des soucis de santé graves de type tuberculose ou si vous avez voyagé dans des pays à risque au niveau sanitaire, on pourrait vous demander de passer un examen médical. Donc ça peut être pour vérifier que vous êtes quand même en bonne santé aujourd'hui, ou alors parce que si vous voulez travailler avec des enfants dans le domaine hospitalier, il faut que vous passiez une visite médicale pour ne pas avoir une mention qui vous interdit de travailler dans ces domaines-là au moment d'arriver en PVT. Vous verrez, tous ceux qui passent pas la visite médicale, sur votre PVT, il y aura inscrit « ne peut pas travailler dans le domaine hospitalier et avec des enfants ». Donc si vous voulez travailler dans ces domaines, bien évidemment, il faut faire sauter cette mention, et la seule façon de le faire, c'est de passer la visite médicale qui sera à vos frais. Il faut compter environ 150 €, 200 €, ouais, 200 € de frais. Voilà. Et tu as dit que c'était médecin désigné? Non, effectivement, je ne l'ai pas dit. Il faut, ça ne se passe pas chez n'importe qui. La visite médicale, c'est auprès de médecins désignés par le Canada. Donc, si vous êtes actuellement en PVT en Australie, il y a aussi des médecins désignés en Australie. Vous n'êtes pas obligé d'être en France, mais il y a une liste très précise qui est fournie par le gouvernement canadien. Vous devez en choisir un parmi ceux-là. Et en France, je crois qu'il y en a à Bordeaux, à Nice, à Paris. Est-ce qu'il y en a à Lyon? Je ne sais plus. Je ne sais plus. C'est dit dans le tuto. Oui, dans le tutoriel, on le dit dans le tutoriel. Et le dernier document, c'est le certificat de police. Exactement. Alors, chose importante, vous êtes français, vous n'avez pas besoin d'un certificat de police français, sauf si vous déclarez des antécédents judiciaires au Canada lors de votre demande. Mais sinon, vous n'avez pas besoin d'un certificat de police français. Si vous êtes belge, vous n'avez pas besoin d'un certificat de police français. Belge. Désolée, je ne veux pas vous perdre. Par contre, si vous êtes français et que vous avez vécu en Belgique pendant plus de 6 mois consécutifs, vous devrez fournir un certificat de police belge. En fait, c'est concrètement pour les Français comme pour les Belges. Si vous avez vécu en dehors de votre pays de citoyenneté pendant plus de 6 mois de manière consécutive, vous avez fait un PVT en Australie, vous avez fait un PVT au Japon par exemple, vous devrez fournir un certificat de police pour ce pays. Ah, plusieurs choses à noter. 1, vous pourriez avoir plusieurs certificats de police si vous avez vécu dans plusieurs pays étrangers. Dans ce cas-là, il faudra les joindre sur un seul et même formulaire, sur un seul et même fichier en PDF, par exemple. Ça, c'est un point très important. Deuxième point important, s'il est dans une autre langue que l'anglais ou le français, il faudra le faire traduire. Et il faudra joindre l'original et la traduction faite par un traducteur agréé au Canada. On a un dossier, on a un article sur les refus de l'an dernier où on parle notamment des gens qui ont obtenu des refus à cause des questions des certificats de police et aussi de plein d'autres questions. C'est en gros aussi des erreurs à éviter. N'hésitez pas à consulter là aussi cet article. En gros, ça vous évite de reproduire les mêmes erreurs que les autres. Voilà. Exactement. Du coup, pour les certificats de police, il y a des pays plus ou moins simples. On vous invite à commencer à regarder un petit peu à quelle sauce vous allez être mangé. Il y a des pays où c'est simplissime et puis d'autres où c'est un petit peu plus coriace. Ah oui, et autre chose, si vous avez quitté ces pays et si vous ne comptez pas y revenir d'ici votre départ au Canada, vous pouvez évidemment demander vos certificats de police dès maintenant. S'ils sont gratuits, s'ils sont payants, réfléchissez-y, mais si ça coûte trop cher, ça vaut peut-être pas le coup dans la mesure où vous n'avez pas la garantie d'être tiré au sort. Et s'ils sont gratuits, allez-y, demandez-les. Par contre, si vous vivez encore dans le pays, il faudra que le certificat de police date de moins de 6 mois au moment où vous enverrez votre demande. Donc, à voir dans ce cas-là s'il vaut mieux pas attendre. Et enfin, pour les pays où ça vous semble compliqué, parce que vous allez voir, certains pays, ça peut sembler compliqué, gardez, et même dans tous les cas, en fait, gardez toutes les copies de vos échanges, que ce soit des mails, que ce soit des courriers ou des choses comme ça, gardez toutes les preuves de vos échanges pour obtenir le certificat de police.
Dans l'éventualité où vous n'arriveriez pas à obtenir un certificat de police parce que les autorités du pays en question sont très très compliquées et ne réagissent pas et ce genre de choses-là, ça servirait de preuve auprès des autorités canadiennes pour démontrer votre bonne foi que vous avez essayé d'obtenir le certificat de police mais que vous n'avez pas réussi à l'obtenir. Il y a quelqu'un qui nous dit qu'il a vécu en Pologne et qui se dit que ça va être un peu compliqué de demander un casier judiciaire, surtout qu'il n'a pas eu de soucis avec la justice. Malheureusement, ça n'a rien à voir. Oui. On a eu des soucis ou non avec la justice du pays. Et la Pologne, je ne suis pas persuadée que ce soit le pays le plus Non. compliqué. Je crois pas non plus. Ça devrait aller. Ça, il faut essayer et réunir un maximum de preuves si vraiment ils veulent pas te le délivrer. Et il faut essayer quand même. On va vous mettre là aussi un lien vers le site du Canada qui explique comment faire la demande de certificat de police pays par pays. Ensuite, on nous pose la question, j'ai passé 4 mois, j'ai passé plus de 6 mois au Canada. Est-ce que je dois faire une demande de certificat de police? J'hésite parce que c'est pour le Canada. Alors, ils ont sans doute ces données sur ce pays. Pardon? Quelqu'un qui aurait vécu au Canada plus de 6 mois. Pour le coup, c'est un cas un peu particulier. Alors, normalement, si tu as vécu au Canada plus de 6 mois, de base, la règle de base, c'est les autorités canadiennes ne demandent pas automatiquement un certificat de police. C'est que si elles reviennent vers vous pour le demander. Donc, pour l'instant, ne t'embête pas à essayer de l'obtenir, tout va bien. C'est s'ils reviennent vers toi. En fait, il y a quelques années, ils l'expliquaient dans leur foire aux questions, c'était en gros si 50%, si en gros votre nom apparaissait dans, je sais plus, il y avait une histoire de proportion de chances d'apparaître dans les fichiers de la police. Ils vous demandaient un certificat de police. Par contre, j'avais vu une autre question. Non, du coup, j'étais assez sur les casiers judiciaires. Ah oui, d'accord, okay, sujet. Bah oui, t'as raison. On a quelqu'un qui est allé aux États-Unis et qui constate que c'est pas évident de faire prendre ses empreintes digitales. Alors, une adresse pour l'Île-de-France pour faire prendre ses empreintes digitales, normalement, si ça n'a pas changé depuis, le commissariat du 15e arrondissement de Paris, rue Vaugirard. Ouais. Ils sont gentils. Ils sont gentils. Et les autres, il faut vous battre. Bon courage pour les autres dans d'autres régions de France. Allez voir les commissariats, allez demander au commissaire, demander des rendez-vous au commissaire. Normalement, il y a toujours un policier dans chaque commissariat qui est habilité à faire ça, à fournir des empreintes digitales et vous prendre des empreintes digitales, mais beaucoup de gens, notamment à l'accueil, ne le savent pas forcément. On a plusieurs discussions. Alors, ça pour le coup, c'est sur notre forum, dans le forum Canada. Tout en bas du forum Canada, il y a obtenir un certificat de police. Je crois que oui, c'est comme ça. Et en gros, il y a plusieurs discussions par pays. Il y a notamment les discussions sur les prises d'empreintes pour le FBI. Et vous verrez qu'il y a des gens qui donnent des astuces qui sont plutôt bien faites. Voilà. Là, j'ai vu récemment, j'ai regardé tout à l'heure quelqu'un qui disait qu'elle avait réussi à Boulogne-Billancourt en luttant. Qu'ils n'avaient pas envie, mais elle a réussi quand même. Donc, il a l'air sympa. Ça fonctionne, mais il faut essayer plusieurs fois. Commissariat, gendarmerie, il faut essayer, grand sourire, l'aide des papiers des autorités canadiennes qui montrent qu'il faut le certificat de police, ou le papier surtout, du FBI qui montre qu'il faut le certificat de police, les empreintes digitales, ça peut servir. Oui. Pour clore le sujet des documents qui sont demandés, on a aussi des questions sur la visite médicale. Est-ce que si on veut être jeune fille au pair ou faire du babysitting pendant le PVT, est-ce qu'on a besoin d'un certificat médical? Alors, c'est pas un certificat médical, c'est une preuve que vous avez passé l'examen médical auprès d'un médecin désigné par les autorités canadiennes. Et oui, vous en avez besoin. Parce que si vous ne l'avez pas, si vous n'avez pas passé d'examen médical, vous aurez une mention vous interdisant de travailler avec des enfants. Et si vous faites du babysitting ou si vous êtes au pair, vous travaillez concrètement avec des enfants. Voilà, c'est ça. Ensuite, on nous demande, là ça parle de la santé, bonjour, j'ai besoin d'être hospitalisée tous les 2 mois pour des perfusions sur une journée. Est-ce que ça posera problème pour l'inscription? Alors, c'est un petit peu vague. Parce qu'on ne sait pas exactement de quoi il s'agit. C'est pas tant le fait que tu aies des perfusions à faire, parce que ça, malheureusement, ça va surtout te coûter cher à toi. Le Canada, normalement, n'y verra pas d'inconvénient, sauf… Ça dépend. Voilà, sauf si ta maladie est problématique du point de vue du Canada, en fait. Voilà, c'est un peu ça la nuance. En fait, il peut y avoir 2 problèmes. Un, c'est si ta maladie peut être contagieuse ou créer un risque pour au niveau sanitaire pour le Canada. Ça pourrait être un problème. Et le deuxième point, c'est le Canada va vouloir s'assurer que tu puisses financer justement ton traitement médical parce que le Canada ne le prendra pas en charge normalement et les assurances PVT de base ne le prendront pas en charge non plus. Donc il va falloir que tu réfléchisses très sérieusement à la façon dont tu vas être couverte pendant ton séjour pour justement des hospitalisations régulières.
Parce que les assurances PVT, en fait, elles vous couvrent pour ce qui vous arrive là-bas d'inconnu. Ça peut être autant une chute sur du verglas, une grippe, une gastro, un accident grave ou ce genre de choses. Mais quelque chose qui est connu déjà avant le départ, une maladie déjà présente avant le départ, c'est pas couvert par les assurances PVT et presque par les assurances tout court. C'est souvent très problématique. Donc là, c'est pas le sujet de la conférence du jour, mais on t'invite vraiment à te renseigner là-dessus pour voir comment tu pourrais être couverte ou alors essayer de voir quel budget ça va représenter de te faire hospitaliser tous les 2 mois, en sachant que rien que de voir un médecin à l'hôpital, genre bonjour, c'est entre 900 et 1200 $ au Canada. Ouais. Donc, c'est une vraie question sur 2 ans de PVT. Voilà. Reprenons les autres questions. Alors, quelqu'un a dit, si j'ai oublié le mot de passe de mon compte clé GC, je peux tenter autant de fois de le retrouver grâce aux réponses ou ça va bloquer à un moment. Ça risque de bloquer à un moment. Et j'ai beaucoup aimé sachant que j'ai des doutes sur les réponses que j'avais mises sans commentaire. Quand vous créez un compte, vous avez aussi des questions de récupération. Si vous oubliez les questions de récupération, c'est dommage. On va dire ça comme ça, c'est dommage. Donc, n'oubliez pas votre nom d'utilisateur, n'oubliez pas votre mot de passe, n'oubliez pas non plus vos questions de récupération de mot de passe. Parce que ça devient vraiment galère en fait à partir de ce moment-là. Vous pouvez encore récupérer votre compte, mais ça devient beaucoup plus compliqué. Toi, dans ton cas, si tu as oublié ton mot de passe et ton compte GC maintenant, c'est pas grave, tu peux recréer un nouveau compte. Cette fois-ci, tu te souviens de ton mot de passe et de ton nom d'utilisateur et tu ne te trompes pas dans les mois à venir avec l'ancien compte que tu avais, parce que on a déjà vu des gens qui disaient « Ah, ma demande a disparu, je ne comprends pas pourquoi ». Et en fait, c'est juste qu'ils avaient leur demande sur un compte et qu'ils se connectaient à un autre compte. Logique, normal. Donc ouais, soyez vigilants. Pour le coup, c'est des galères que vous pouvez très facilement éviter en notant tout. Donc faites pensez à nous. Prenez des notes. Pensez à nous, prenez des notes. Et juste pas sur un bout de papier pourri, parce que j'ai vu quelqu'un qui, il y a quelques mois, disait « Bah ouais, j'ai déménagé, mon post-it, bah, il a disparu. » Bah oui, normal. Donc envoyez-le vous par mail. Enfin, voilà. Sécurisez un peu votre mot de passe et les questions de récupération. La question suivante, on y a déjà répondu. Alors, mais si quand même, combien de temps avons-nous pour nous inscrire dans le bassin, parce que le jour même, ça risque de bugger. Vous pourrez vous inscrire dans le bassin tant que la dernière ronde de l'année n'aura pas eu lieu. Ça veut dire, normalement, si c'est comme les années précédentes, vous pourrez vous inscrire jusqu'en septembre, octobre. 2020. Voilà. 2020. Vous avez vraiment en même temps, ça pouvait pas être autre chose, excuse-moi, mais c'est, en fait, vous avez le temps. Quelqu'un qui a de la chance, qui s'inscrira en août 2020 alors qu'il reste 15 places, s'il a de la chance, il est pris. Ouais. Voilà, c'est juste une question de chance, donc vous pouvez vous inscrire à tout moment. L'année dernière, la dernière ronde, c'était le 4 octobre. Les gens pouvaient s'inscrire jusqu'au 4 octobre. Avant, c'était 9h du matin, heure canadienne, donc c'était 15h en France. Oui, voilà. C'est ça. Ensuite, j'ai 36 ans le 21 janvier 2020. Pas de chance. Ouais. Alors, le PVT, quand on est français, c'est de 18 à 35 ans et il faut être tiré au sort avant d'avoir 36 ans. Donc, c'est jouable encore, hein, si jamais il y a beaucoup de gens qui Si les rondes commencent avant le 21 janvier et que tu es tiré au sort, c'est super. Surveille ton compte, s'il te plaît, surveille ton compte. Il faut que tu sois tiré au sort avant le 21 janvier 2020. Par contre, si tu n'es pas tiré au sort, il est fort probable que le 22 janvier ou même le 21 janvier, tu reçoives un message sur ta boîte mail qui te dira que tu as un message sur ton compte qui te dira que tu n'es plus éligible au PVT Canada. C'est ça. Donc, on croise les doigts pour toi pour que tu sois tiré au sort avant le 21 janvier 2020. Et si tu es tiré au sort et que tu fais ta demande de PVT et que tu l'as, tu as comme tout le monde, comme tous les autres, 12 mois pour partir au Canada valider ton PVT. Et une fois sur place, 24 mois pour en profiter si tu es français et que tu as bien un passeport valide 2 ans et une assurance valide 2 ans. Voilà, exactement. Est-ce que les questions, le formulaire à remplir lors de l'inscription au bassin est facile ou est-ce qu'il y a des subtilités où l'on risque de se tromper et du coup de ne pas valider son inscription? Alors, mis à part le ne pas se gourer sur qu'est-ce que vous voulez faire, expérience internationale ou EIC, voyager et travailler, et quelques petites questions, vraiment il est très simple. Les seules erreurs, on vous a déjà partagé le lien, c'est sur les 10 façons de mal commencer son PVT. Oui. C'est répondre que vous comptez travailler ou faire un stage pendant que vous serez au Canada et que vous répondez tous oui, alors que c'est une question qui est spécialement dédiée aux stagiaires. Est-ce que vous prévoyez de faire un stage dans le cadre de vos études? De travailler ou faire un stage dans le cadre de vos études. Et c'est dans le cadre de vos études, le mot important de la question. La partie importante de cette question. Et donc, les gens, comme voient travailler ou faire un stage dans le cadre de vos études, ils répondent oui pour travailler, mais c'est pas ça la question. Il faut mettre non.
Il faut répondre Voilà. non si vous êtes pour le PVT et que vous ne comptez pas du tout aller au Canada dans le cadre de vos études. Exactement. Sinon, il n'y a pas vraiment de Sinon, grosses s'il y difficultés. a une autre question, votre passeport a-t-il... Mais c'est pas une erreur très grave si Non. vous la faites, mais votre passeport a-t-il été émis par un département ou un territoire d'outre-mer français? Si vous n'avez pas eu un passeport en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane ou je ne sais quoi, en gros, hors de Drôme-Com, machin, si vous avez eu un passeport en France métropolitaine, vous répondez non à cette question. Voilà. Parce que le département ou Territoire, c'est Drôme ou Tom. Voilà, ça, là aussi, c'est l'ambiguïté de la question qui peut poser problème. Bon, c'est pas dramatique, mais c'est un peu les seules erreurs qu'on peut noter au début parce que il n'y a pas de documents à fournir, il n'y a pas de questions très très compliquées. Donc, non, du coup, c'est vraiment, les questions sont hyper basiques. Pour la première partie, c'est vraiment hyper basique. Il n'y a aucune question sur vos diplômes, aucune question sur votre niveau d'anglais, ni de choses comme ça. Faites attention à votre numéro de passeport. Le format de votre numéro de passeport, c'est 2 chiffres, 2 lettres, 5 chiffres. Pour les Français. Pour les Français, ouais. Pour les Belges, je crois, je ne suis pas sûre que c'est 2 lettres, 6 chiffres. Vérifiez. Mais en gros, faites attention à pas confondre un I avec un I majuscule avec un 1 et un 0 avec un, excusez-moi. Avec un O. Hop, oui. Là. Exactement. Voilà. C'est une erreur qui est fréquente, ça pourrait vous poser des problèmes là aussi. Voilà, donc évitez cette erreur-là, faites bien attention à pas confondre un 1 avec un 0 et ce genre de choses-là. Et aussi, quand vous remplissez votre formulaire, inscrivez bien tous les prénoms qui figurent sur votre passeport. Je m'appelle Marie, j'ai 2 autres prénoms, c'est Anne et Lise. Moi, sur mon formulaire de demande pour le PVT Canada, il faudrait que j'inscrive Marie, Anne, Lise, parce que c'est les 3 qui sont inscrits sur mon passeport, même si je n'utilise pas les 2 autres. Voilà, ça c'est important. Vu que tu parles du passeport, ça tombe bien. Est-ce qu'on doit fournir un passeport pour s'inscrire ou est-ce qu'on peut s'inscrire sans avoir le passeport tout de suite et le demander plus tard? Il vous faut un passeport. Oui, ça c'est inévitable. Ouais. Il faut avoir un passeport en cours de validité. Parce que vous devez remplir un numéro, justement, vous devez fournir un numéro de passeport au moment où vous soumettez votre demande. Oui, exactement. Donc vous ne pouvez pas passer outre. Pour le coup, ça, c'est il vous faut un passeport. Donc vous demandez un passeport maintenant. Vous allez peut-être rater les premières rondes, c'est pas grave. Comme on a dit, vous pouvez vous inscrire jusqu'à normalement septembre-octobre prochain. Donc vous avez le temps. Ensuite, quelqu'un qui s'est inscrit dans le bassin du PVT en juillet 2019, mais il vient de changer de passeport. Du coup, je suppose qu'il veut utiliser le même compte qu'en 2019. Quelle est la démarche à suivre pour effectuer les changements d'informations? Les modifications biométriques. Pour moi, c'est pas ça la question aussi. C'est genre les informations sur le passeport. Alors, genre son numéro de passeport, sa date d'expiration. Je sais pas. Parce que modification biométrique, ça ne veut pas dire grand-chose. Normalement, même si tu as changé de passeport, tu n'as pas modifié ta biométrie. Tes empreintes digitales n'ont pas changé. Voilà. Donc non, du coup, c'est si on veut changer son numéro de passeport et ses dates d'expiration et dans son compte. Là, on s'en fout parce que, concrètement, désolée, mais on s'en fout un peu parce que quand tu déposes ta candidature, quand tu vas déposer ta candidature pour la saison 2020, tu vas rentrer ton nouveau numéro de passeport. Par contre, c'est si tu as obtenu une invitation pour le PVT 2019 et que tu as changé de passeport, tu n'as rien à faire vis-à-vis de tes données biométriques. Oui, mais si tu pars au Canada et que tu as obtenu donc ton PVT, il faudra que tu obtiennes une nouvelle AVE, autorisation de voyage électronique. Ça coûte 7 $. C'est ça, l'AVE, c'est pour tous les gens qui veulent aller au Canada, que ce soit en vacances, en PVT, en tant qu'étudiant, etc. Dans le cadre d'un PVT, d'un jeune pro ou d'un stage, on a l'AVE qui est automatiquement délivrée et qui est liée au passeport. Donc, quelqu'un qui obtient un PVT, par exemple, donc qui inclut une AVE, et qui change de passeport, il n'a plus d'AVE. S'il n'en fait pas la demande avant d'aller au Canada, il ne pourra pas monter dans l'avion. Donc, il faut faire attention à ça et bien penser à aller là aussi sur le site officiel de canada.ca/AVE pour payer 7 $ et pas autre chose. Parce que si c'est plus cher, c'est là aussi une arnaque. Oui. Voilà. Il y a des sites qui veulent vous faire payer 40 €, un truc qui ne coûte que 7 $. Oui, faites attention à ça. Est-ce qu'il est risqué d'attendre d'avoir mon passeport qui sera renouvelé en janvier pour m'inscrire pour le PVT? Et dans ce cas, peut-être que je perdrai ma place. Ou est-il préférable que je m'inscrive dès maintenant au PVT avec mon passeport actuel pour être sûr d'avoir une chance? Et dans ce cas, je modifierai mon passeport plus tard. Alors, ça dépend. Est-ce que ton passeport est expiré? Si ton passeport est expiré, ça ne sert à rien d'essayer de faire une demande avec ton passeport expiré. Ensuite, on a un article validité du PVT Canada. On a un article dédié à cette question. C'est ça. Voilà. Hop.
ici. On va le partager également. On va le partager, c'est ici. Voilà. En gros, ça dépend de la date d'expiration de ton passeport. S'il expire, admettons, dans 6 mois, oui, tu peux commencer ta demande avec ton passeport actuel. Quand tu obtiendras ton nouveau passeport, il faudra que tu retires ta demande, ta candidature que tu auras déposée, pour déposer une nouvelle candidature avec les nouvelles références de ton passeport. Idem, si entre le moment où vous vous inscrivez et le moment où, enfin, si au moment où vous vous inscrivez, vous êtes dans un pays et quelques mois plus tard, vous allez dans un autre pays, il faudra également retirer votre candidature pour recréer une nouvelle candidature pour changer le pays de résidence. C'est les deux trucs et les 2 points très importants à changer. Si vous changez donc soit de numéro de passeport, soit de pays de résidence, vous devez retirer votre candidature, présenter une nouvelle candidature sous le même compte. Ouais. Mais avec les nouvelles informations. Voilà. Et d'ailleurs, tu as répondu à la question suivante. Est-ce qu'on peut s'inscrire avec les passeports expirés? Non. Non, on ne s'inscrit pas avec les passeports expirés. Et par contre, tu ne perdras pas on va dire, tu vas pas perdre de place. C'est juste que si tu ne participes pas au tout premier tirage au sort, tu pourras participer au suivant. Il n'y a pas de souci. Ça, tu perds pas ta place. C'est juste que tu participes pas au premier tirage au sort. Voilà, c'est comme si voilà, tu joues à l'euro-million au loto de samedi et pas celui de lundi ou mercredi. Ouais, voilà. Bah, ça marchera quand même pour samedi peut-être, mais pour lundi et mercredi, tu auras raté la chance de gagner 30 millions d'euros, par exemple. C'est pas tout à fait les mêmes enjeux, mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que voilà, tu perds pas à proprement parler ta place. Après, en revanche, si tu t'inscris fin janvier et que, comme l'année dernière, en 3 semaines, quasiment, ils prennent 7000 personnes, il se peut que tu sois très contrarié en te disant j'étais peut-être dedans, en fait. Donc, c'est ça, il faut regarder un petit peu la date d'expiration de ton passeport, déjà voir s'il est encore valide au moment des premiers tirages et écouter les conseils que Marie vient de donner. Une question, bonjour, mon passeport est valable jusque 2021, dois-je le refaire? Pas forcément quand même, c'est dans assez longtemps. N'hésite pas toi aussi à lire la demande de PVT, enfin l'article mis en lien sur la validité du passeport pour une demande de PVT Canada. Dans ton cas, il pourrait être judicieux de faire ta demande avec ton passeport et si tu es tiré au sort, finir ta demande avec ton passeport et changer de passeport avant de partir au Canada. Faire la demande de changement de passeport avant le départ et valider ton PVT Canada avec ton nouveau passeport. Dans ce cas-là, il faudra que tu aies une copie des pages d'identification de ton ancien passeport et, comme je le disais, faire une nouvelle demande d'AVE. Voilà. Avant le départ, par rapport à ce nouveau passeport. Oui. Sinon, la compagnie aérienne qui te prendra pour t'emmener au Canada ne voudra pas que tu montes dans l'avion. Oui. Effectivement. Alors, ça, on a vu les documents, du coup, on passe à la famille. Et oui, forcément. Enfant, couple, joie, bonheur, on sait que c'est pas évident, surtout pour les couples. Alors, pour les personnes qui ont un enfant à charge, est-ce qu'il faut faire un PVT pour l'enfant à charge ou est-ce qu'il faut… non, ouais, voilà, c'est simplement ça la question. Alors, petit point, obtenir un PVT pour un enfant, ça voudrait dire que cet enfant aurait le droit de travailler. Et en fait, non. C'est impossible. Un enfant ne peut pas obtenir un PVT. Une personne de moins de 18 ans ne peut pas obtenir de PVT. Le PVT est un permis de travail individuel. Vous l'obtenez, vous, tout seul. Ensuite, l'enfant peut quand même venir avec vous au Canada avec un autre statut. Ce sera un statut soit de visiteur, s'il a notamment moins de 6 ans, soit de visiteur avec le droit d'étudier, s'il a plus de 6 ans, soit avec un permis d'études. On a un dossier qui s'appelle le PVT en famille, qui revient en détail sur ces questions de statut pour les enfants. Non, le PVT de refus. Lapsus. Oui. Ça s'appelle, partir en PVT en famille ou en couple. Ouais. C'est ça, avec le PVT. Et on a eu pas mal d'informations précises de jeunes parents qui sont au Canada, à Toronto et Montréal, qui donneront des infos notamment pour la question que tu poses sur les écoles. Là, c'est pas trop le sujet de cette conférence, mais tu pourras trouver des informations sur ça dans le dossier et ou sur notre forum de discussion. Dans la section Canada, il y a une section dédiée aux familles. Lors de votre demande, vous aurez un formulaire à remplir sur les membres de votre famille, donc vos parents, vous-même, vos enfants et conjoints éventuels. Sur les enfants, vous pourrez à ce moment-là indiquer que vous avez des enfants et donner des informations les concernant. Eux ne feront pas partie de votre demande de PVT. Eux auront un statut à part, donc visiteur. Ou voilà. Et il leur faudra aussi une AVE. Oui, également, il faut une AVE. Pensez bien à les courir aussi au niveau assurance santé. Et puis non, je pense que c'est à peu près tout ce qu'il faut savoir. Le cas, on ne l'a pas posé, mais je sais qu'on l'a de temps en temps, si quelqu'un tombe enceinte après avoir obtenu son PVT. Est-ce qu'il faut préciser quelque chose au Canada? Non. Voilà.
Mais ensuite, évitez d'aller accoucher au Canada. Oui. Voilà. C'est bien trop cher. Ouais, voilà, c'est beaucoup trop cher. Vous n'êtes pas couvert par les assurances non plus pour la maternité. Non. Restez en France ou en Belgique, accouchez et partez après. Oui, exactement. Pourrait-on aborder les éventuelles possibilités de conjoint de fait pour les couples où il n'y aurait qu'une personne tirée au sort? Alors, classique. Attention, les possibilités de conjoint de fait, ça veut pas. C'est les possibilités pour les conjoints. Conjoints au Canada, c'est soit les conjoints de fait, c'est-à-dire des personnes qui vivent sous le même toit depuis au moins 12 mois avec la possibilité de le prouver, soit des personnes qui sont mariées, donc qui le prouvent avec juste un acte de mariage. Voilà, c'est tout. Voilà. Le PACS suffit pas en lui-même. Ça peut être un des papiers qu'on donne pour prouver qu'on est conjoint de fait, mais ça suffit pas. Il faut vraiment prouver qu'on vit ensemble depuis au moins 12 mois pour être considéré comme conjoint de fait. Si vous êtes marié depuis hier et que vous vivez pas ensemble, limite c'est bon. Mais pour les conjoints de fait, c'est la vie commune. Donc un bail en commun, un compte bancaire en commun, des factures reçues à la même adresse, ce genre de choses. Et là, effectivement, il y a moi ce que j'appelle un plan B, mais pas évident forcément à mettre en place dans le cadre du PVT. Grosso modo, j'ai obtenu mon PVT. Marie et moi sommes en couple, par exemple. J'obtiens mon PVT, pas elle. On part ensemble, elle part en touriste. Elle n'a pas le droit de travailler. Et je trouve assez rapidement un emploi d'au moins 6 mois dans un domaine qualifié uniquement. Dès que j'ai quelques fiches de paye, normalement c'est 3, hein, c'est un 3, trois fiches de paye, elle pourra demander un permis de travail ouvert en tant que ma conjointe, parce que je suis un peu installée, j'ai un boulot qualifié. Et parce qu'elle est travailleuse qualifiée en fait. Voilà. Si je trouve un boulot de serveuse, de vendeuse, ce genre de petit boulot, ça marchera pas en fait. Donc voilà, on va vous partager là aussi un article qui concerne le permis de travail ouvert pour les conjoints de fait. Petite parenthèse, Marie et moi ne sommes pas du tout en couple, mais non. Le Canada reconnaît les unions et les mariages homosexuels, donc c'est le moment de le préciser. Oui. Si vous êtes en couple avec quelqu'un du même sexe, vous êtes tout à fait éligible aussi à avoir un permis de travail en tant que conjoint. Mais voilà, dans le cadre du PVT, ça veut dire que celui qui a son PVT, quand il arrive, il a un peu la pression. Faut que vite il trouve un emploi, vite il trouve un emploi de plus de 6 mois, vite il trouve un emploi qualifié et qu'il y reste le temps de plusieurs fiches de paye. Donc, c'est tout à fait faisable dans certains cas, mais dans les cas de couples qui avaient un projet de PVT nomade ou des gens qui n'ont pas des domaines qualifiés, c'est un peu plus difficile à mettre en place, voire pas possible du tout. Dans ce cas-là, les couples en général attendent. Par exemple, j'obtiens mon PVT le 15 février 2020, j'ai jusqu'au 14 ou 15 février 2021 14 février 2021 pour aller au Canada. Dans ce cas-là, mon conjoint peut tenter sa chance toute la saison 2020, le début de la saison 2021, et on espère qu'il ait une place. Voilà. Sinon, il aura un statut de touriste. Point aussi important, si vous partez en PVT, je parle du PVT, si vous partez en PVT et que vous avez trouvé un emploi avant de partir, votre conjoint ne pourra pas normalement demander à l'arrivée un permis de travail ouvert parce que vous auriez un boulot qualifié. Il faut que vous ayez normalement commencé à travailler et que vous puissiez présenter des fiches de paye pour prouver que vous avez commencé à travailler pour que votre conjoint ou votre conjointe puisse demander un permis de travail. C'est ça. Alors que si, par exemple, vous partez avec le permis jeune professionnel avec un emploi qualifié, là, c'est différent. Si j'ai un emploi de 2 ans avec un permis jeune professionnel dans un domaine qualifié, c'est-à-dire niveau A, B ou 0 de la classification nationale des professions du Canada. Au moment de partir, mon conjoint peut demander un permis de travail ouvert si là aussi on est marié ou qu'on a 12 mois de vie commune. C'est le cas spécifique du PVT, c'est qu'il faut avoir des fiches de paye à l'appui en fait. Avec un permis jeune pro ou un permis mobilité francophone par exemple, c'est pas le cas. Voilà. Donc là on rentre un peu dans le détail, on vous laisse consulter l'article qu'on va vous partager, ça devrait vous renseigner. Voilà, la question suivante est assez similaire. Ouais. Comment procéder à l'immigration en famille? Voilà. Vous passez tous ensemble aussi. Voilà, vous passez tous ensemble, effectivement. Et par exemple, si le conjoint vient en visiteur, il faut que le conjoint qui est visiteur ait de l'argent sur son compte, de préférence un relevé de compte un peu fourni et une preuve de ce relevé de compte, que les enfants, qu'ils disent directement « je sais que je n'ai pas le droit de travailler » des choses comme ça. Voilà, il faut que vous soyez vraiment informés. Et de préférence un billet retour. C'est pas obligatoire, mais c'est vrai que c'est quand même une preuve que voilà, c'est recommandé. Exactement. Ensuite, actuellement, en touriste avec mon conjoint qui est en PVT au Canada, est-ce que je dois indiquer dans ma demande de PVT que je réside actuellement avec lui au Canada? Oui.
À part si tu es parti pour juste une semaine, ou là, auquel cas, oui, tu peux mettre France, mais si tu es là-bas depuis plusieurs semaines, mois, tu peux mettre que tu es au Canada, ça ne pose pas de problème. Sachant qu'en janvier-février, je vais peut-être rentrer sur mon île. On ne sait pas quelle île, mais ça donne envie d'y aller tellement il fait froid ici à Paris. En attendant les réponses pour moins de 90 jours, puis revenir. Bon. Alors, dans ce cas-là, quand tu rentres sur ton île, tu retires ta demande, tu rechanges de pays de résidence. Et tu redéposes une demande avec le nouveau pays de résidence. Oui, c'est ça, parce que quand même, si c'est plusieurs mois, c'est là aussi, tu rentres pas pendant une semaine ou deux en vacances. Voilà. Tu reviens pendant un petit moment. Donc, tu retires la demande, tu présentes une nouvelle demande avec ce nouveau pays. Et si tu retournes au Canada plus tard, tu retireras la demande et tu présenteras la demande en disant que tu es au Canada. Il n'y a pas d'accompagnant. Bon, conjoint de fait, ça on en a parlé, mais effectivement, on ne peut pas simplement dire j'ai mon PVT, mon conjoint doit m'accompagner. Voilà, c'est vraiment... un PVT par personne. Ouais. Alors, il y en a qui le signaler, mais c'est tout. Voilà, vous pouvez venir en tourisme, vous pouvez venir avec un autre permis de travail, il y en a qui viennent en tant qu'étudiants. Enfin voilà, il y a différentes solutions qui s'offrent à vous de voir laquelle est la plus cohérente et la plus faisable surtout. Les données biométriques. Oui. Oh, mais quelle joie! Alors, j'ai pas compris, il faut absolument fournir ses empreintes. Oui, si vous êtes invité à présenter une demande. Si vous êtes tiré au sort. Si vous avez été tiré au sort, pardon, oui. Non, il n'y a pas de souci. Si vous avez été tiré au sort, dans ce cas-là, vous allez devoir joindre des documents, payer des frais. Et après avoir payé les frais, dans les 24-48 heures, vous recevrez une convocation pour aller fournir vos empreintes biométriques. Les empreintes biométriques, très concrètement, c'est une empreinte les empreintes digitales et une photo de la forme de votre visage. Sauf si vous avez présenté un permis de travail ou une demande de résidence permanente pour le Canada depuis le 31 juillet 2018 et qui a impliqué que vous fassiez cette collecte des données biométriques. Sauf dans ce cas-là, vous devez tous obligatoirement aller fournir vos données biométriques si vous êtes invité, que vous avez payé les frais, etc. Et même si vous avez un passeport biométrique, on vous voit. Tout le monde a un passeport biométrique. Parce que vous nous la posez tout le temps, celle-ci, ça n'a rien à voir. Vraiment. Rien. Le Canada veut récolter eux-mêmes les données biométriques et donc pour ça, ils ont demandé à des sociétés privées, concrètement, de les collecter pour eux. Alors en France, il y a 2 centres, en banlieue parisienne à Clichy et à Lyon. Et en Belgique, il n'y en a pas. Donc, il faut aller à Francfort, à Düsseldorf. Ouais, c'était ça. Ou Londres, ou Paris. Enfin, voilà. Donc, en gros, si vous êtes en PVT actuellement en Argentine ou en Nouvelle-Zélande, regardez s'il n'y a pas un centre dans le pays en question ou s'il faut aller autour. Voilà. Il y en a quand même partout dans le monde. Et là aussi, vous n'êtes pas obligé de rentrer en France ou en Belgique, pardon, pour le faire. Point hyper important, depuis le 3 novembre dernier, il est obligatoire de prendre rendez-vous. Donc, concrètement, comment ça se passe? Si vous êtes invité à présenter une demande, inutile de prendre rendez-vous si vous n'avez pas été invité à présenter une demande. Il vous faut la convocation pour fournir vos données biométriques pour aller les fournir. Donc concrètement, comment ça se passe? Vous êtes invité à présenter une demande, vous fournissez vos documents, vous payez les frais. Vous recevez la convocation pour le centre de données, pour aller fournir vos données biométriques. Vous prenez rendez-vous à ce moment-là. C'est ça. Et il faut vous rendre sous 30 jours normalement dans un centre de données pour fournir vos données biométriques. Si, dans l'éventualité où vous n'avez pas la possibilité de vous y présenter sous 30 jours, il va falloir donner un bon motif aux autorités canadiennes. Et concrètement, le bon motif, c'est il n'y avait pas de place. Une preuve qu'il n'y avait absolument aucune place disponible, aucune plage horaire disponible. Le fait de bosser, le fait de partir en vacances ou des choses comme ça ne sont pas des arguments suffisants. Oui. Si vous partez en vacances, prenez rendez-vous dans le CRDV. Si vous partez en vacances dans un autre pays, regardez si le pays n'est pas équipé d'un centre de réception des demandes de visa, ça s'appelle comme ça, un CRDV, parce qu'il y en a à peu près partout dans le monde, sauf en Belgique. Ouais, et d'ailleurs à la Réunion. Et dans les départements d'outre-mer. À la Réunion, effectivement, la jeune fille, donc c'était ça ton île probablement, demande où est-ce qu'on doit aller. Malheureusement, le plus près, je crois que c'est l'île Maurice. Donc voilà, c'est normal. Enfin, en tout cas, la dernière fois que j'avais vérifié, c'est Maurice, je crois. Ouais. Il faut regarder. Alors, je pense qu'on peut vous fournir en lien. Vous fournir ces données biométriques. Si je cherche ça, trouver un centre de réception. Non, c'est ça. Celui-ci, c'est le mieux. On va vous donner un lien et vous allez pouvoir regarder l'endroit le plus adapté à votre cas. Et la bonne nouvelle, si vous êtes au Canada et que vous faites votre demande, désormais depuis hier, ouais. Super. Vous pouvez fournir vos données biométriques
Au Canada, dans un centre spécial agréé par les autorités canadiennes. Les adresses se trouvent également dessus. Et il faut que ce soit les centres Bureau Service Canada, BSC. Hyper important, les bureaux PDE, point d'entrée, ne sont pas possibles pour les candidats au PVT. Voilà. Très important. Très bien. Ensuite, est-ce qu'on peut donner ses empreintes digitales dans un pays étranger? Si on en a parlé. Tout à fait. Tout à fait. Lors d'un voyage, c'est exactement ce que disait Marie. C'est parfait. Bonsoir, j'ai fait une mauvaise demande l'an dernier, demande en ligne au lieu d'une demande de PVT. J'ai payé et réalisé mes données biométriques après avoir demandé le retrait de ma demande. J'ai été remboursée. Cependant, mes données biométriques sont-elles toujours valables? Normalement, oui. Oui, elles sont valables. Alors, tant mieux. Hein, du coup, c'est au moins ça. Vérifier données biométriques, c'est... attends. La biométrie a été remboursée aussi ou seulement le Non, permis de non, travail? s'il a fourni ses données biométriques, la biométrie n'est jamais remboursée. D'accord. Déterminer si... Parce qu'en fait, quand vous payez les frais de biométrie au Canada, en fait, le Canada va ensuite payer la boîte privée qui charge la collecte. Donc, si ils ont collecté les données, il faut qu'ils soient payés. Donc, vous perdez, vous, les 85 dollars. Alors, attends, c'est ce lien-là, je crois, à un moment, je crois que c'est lui. Il y a moyen que tu vérifies la validité de tes données biométriques sur ce lien-là. D'ailleurs, à toute personne qui pense que peut-être vous n'avez pas besoin de les fournir, rendez-vous sur ce lien-là, vous aurez quelques questions et à un moment où vous pourrez aller vers un lien vérification de vos données biométriques où vous devrez rentrer des données personnelles, notamment un numéro IUC ou des choses comme ça, et vous pourrez voir justement si vous en avez déjà fourni. Si vous en avez déjà fourni, tant mieux pour vous. Si vous n'en avez pas fourni ou s'il ne retrouve pas votre dossier, dites que vous n'avez jamais fourni vos données biométriques pour le Canada et vous devrez les refaire. Et donc, on va vous donner le lien, mais en gros, c'est cic.gc.ca/français/visiter/biométrie.asp. Je le précise parce qu'il y avait deux liens sur la biométrie, donc c'est le deuxième qu'on va vous donner. Voilà, visiter biométrie et vous allez trouver les informations dessus. Je pense que pour la biométrie, on a tout dit. Ouais, y a rien de... On a parlé de l'anticipation. Certains veulent le faire avant même d'avoir été tirés au sort. Oui, non, vous ne pouvez pas. Voilà. Vous ne pouvez pas parce qu'il vous faut donc une convocation pour aller fournir vos données biométriques pour le faire. Donc, à part si vous faites justement une mauvaise demande, etc. Mais en vrai, la mauvaise demande, vous payez des frais, vous perdez de l'argent. En vrai, ça n'a aucun intérêt. Oui, effectivement. Concrètement, hein. Vous n'êtes même pas sûr d'être tiré au sort. On en a déjà parlé. Voilà. Exactement. Ne faites pas ça. C'est pas une bonne idée. Alors, sur l'AVE. L'AVE, est-ce que l'AVE se fait pendant la demande de PVT ou est-ce qu'il faut le faire avant? À aucun de ces moments-là. Voilà, c'est automatique. C'est automatiquement délivré avec la délivrance du PVT, en fait. Et si vous obtenez un PVT, vous obtenez une AVE en même temps, qui est liée, donc, comme disait Julie, à votre passeport. Même chose pour jeune pro, stage, études. Voilà, tous les permis comme ça. Tous les permis temporaires. Donc voilà, le seul cas, c'est si vous changez de passeport parce que vous le perdez ou vous le faites refaire, tout simplement. Là, il faudra en demander une nouvelle. Mais sinon, vous n'avez vraiment pas à vous inquiéter de l'AVE. Pensez plutôt à dire à vos proches qui vous rendraient visite qu'ils doivent le faire et qu'ils doivent payer 7 $. Et pas plus. Une fois de plus. Bonsoir, doit-on refaire une demande d'AVE si nous avons voyagé au Canada il y a 6 mois? Non. Non, et puis de toute façon, il y en a. Est-ce qu'une nouvelle AVE va être donnée avec le PVT? Oui, normalement, ton AVE actuel sera annulé si tu obtiens un PVT Canada. Parce qu'il y a la nouvelle AVE qui prendra le pas sur l'ancienne. Voilà, donc bon, l'AVE vraiment, c'est pas trop le sujet qui doit vous inquiéter. Enfin, il n'y en a pas vraiment qui doit vous inquiéter, mais globalement, c'est assez facile. Parmi les autres questions qu'on a, le PVT est-il payant? Et si oui, combien coûte-t-il? Oui, il est payant. Si vous êtes tiré au sort, vous ne payez rien pour participer au tirage au sort. Voilà, c'est seulement si vous êtes tiré au sort, ça va être la suite du processus. Vous allez donner des documents, remplir des formulaires et payer des frais qui viennent un tout petit peu d'augmenter, on ne sait pas pourquoi, de 3 $. Donc, ça va vous coûter 338 $, alors que pour le jeune pro ou pour le permis de stage, ça va être 238 $. 238 $, exactement, parce que le PVT coûte 100 $ de plus. Voilà. Ça s'appelle des frais de permis de travail ouvert et vous payez l'intégralité de ces frais. Oui. Au moment de votre demande de PVT. Vous payez les frais de biométrie, les frais d'Expérience Internationale Canada et les frais de permis de travail ouvert pour une demande de PVT. Voilà, et du coup, ça nous mène à la question suivante. Est-ce qu'il est vrai qu'on doit payer 100 $ en frais supplémentaires une fois arrivé à la douane pour l'obtention du PVT? Non. Qui a dit ça? Qui a écrit ça? Enfin, pas qui a posé cette question, mais qui t'a dit qu'il fallait payer 100 $? Non. Arrivé à la douane, on ne paye plus rien. Ça y est, c'est fait. Vous avez déjà payé avant. 338 $, ça suffit. Voilà. Il n'y a rien à payer en plus. Si on vous demande de l'argent en arrivant à la douane, c'est vraiment bizarre. Il faut peut-être déposer plainte quand même. C'est un peu chelou. Voilà, c'est pas censé arriver.
Ensuite, bonsoir, si nous sommes tirés au sort une fois au Canada, nous allons être hébergés dans la famille pour commencer. Comment ça se passera pour le fait d'être conjoint de fait après 90 jours sur place? Si vous êtes hébergé par la famille, vous n'êtes plus vraiment conjoint de fait si vous restez plus de 90 jours dans ce logement. C'est toujours un peu le problème du statut de conjoint de fait. En fait, il faut vraiment avoir un bail en commun, être logé chez les parents, par exemple, ce qui doit être le cas de plein d'entre vous, enfin, qui sont jeunes notamment, on l'a tous plus ou moins fait. Malheureusement, vous aurez une attestation d'hébergement, mais c'est pas vraiment recevable, en fait, par le Canada. En fait, pour être conjoint de fait, il faut que vous viviez maritalement, donc ça veut dire sous le même toit à deux. Vivre en colocation et enfin vous êtes en colocation et vous êtes aussi en couple, ça marche pas. Vous êtes chez vos parents, ça marche pas normalement non plus. Il faudrait presque, en fait, au début, être à l'hôtel, à deux. Ou louer un autre logement. Oui, quoi. Ouais. Enfin, l'hôtel, c'est cher. Oui, non, bien sûr. Enfin, dans un logement c'est trop cher. où il y aurait vos deux noms, Voilà. comme étant les deux personnes qui... Ce serait le mieux. Voilà. Ensuite, merci beaucoup pour vos réponses, on t'en prie. J'ai des vacances au Canada qui sont prévues pour février. Cependant, si je suis tirée au sort en décembre ou en janvier, est-ce que mon PVT commencera au moment où je pose les pieds sur le sol canadien en février ou est-ce que je pourrais le démarrer plus tard? Tu pourras le démarrer plus tard. Sauf si tu tombes mal. Si vraiment. Ouais, mais non, normalement non, parce que il y a une question de la FAQ. Ah oui, alors, petit point important. Oui. Foire aux questions, EIC. Excusez-moi, On va vous donner un nouveau lien. On va vous donner un nouveau lien qui est en gros plein d'informations totalement officielles. Hein, c'est le site des autorités. Oui. Et cette foire aux questions est très mal et n'est jamais lue par qui que ce soit. Alors qu'elle est vraiment bien. Alors qu'elle est vraiment très bien et elle est hyper complète. Chaque année, elle rajoute plein de questions, etc. Et il y en a une qui s'appelle est-ce que je peux... non. Ma demande a été approuvée, mais je ne veux pas travailler tout de suite, puis j'entrerai au Canada comme visiteur. Et on te répond oui. Pourvu que l'agent soit convaincu que vous entrez comme visiteur. Si tu viens pour 15 jours de vacances, tu auras un billet retour. Et donc, normalement, hop, cette question-là en particulier. Et donc, normalement, tu prouveras que tu réponds aux critères d'un visiteur. Voilà. Donc, ça, tu peux ne pas l'activer normalement en février. En ayant un billet retour, voilà, ce genre de choses. En ayant ton itinéraire de séjour, tes projets de voyage, etc. Voilà. Il faut bien que tu dises, je viens pour visiter, je ne viens pas activer mon PVT. Contrairement à d'autres pays comme en Australie ou en Nouvelle-Zélande, ton PVT n'est pas automatiquement activé dès que tu arrives au Canada. Oui, c'est ça. On voit quelqu'un qui va déterminer un peu la suite des événements. Voilà. Donc voilà, si tu viens 2 semaines avec un billet retour dans 2 semaines, c'est pas. Normalement, ça ne devrait pas poser de problème. Voilà. Comment peut-on faire si on souhaite visiter un peu les États-Unis en ayant notre PVT Canada? Que doit-on faire à ce moment-là? Tu vas aux États-Unis avec un passeport valide. Je crois que c'est au moins 6 mois, non? Il faut qu'il soit valide au moins 6 mois après la fin de ton séjour aux États-Unis. Voilà, je crois que c'est ça. Voilà, c'est ça la petite précision. Et puis, il faudra demander une ESTA. Oui, une ESTA, c'est... l'équivalent de l'AVE voilà. Pour les États-Unis. Ça coûte $14. Là aussi, $14. Attention aux arnaques. Là tellement aussi, de sites faux. C'est $14, vraiment pas plus. Le site le plus moche, c'est celui des... Ah non, maintenant, en plus, ils sont arrangés, malheureusement. Ouais, mais malheureusement, il faut qu'il y ait du gov. Si vous voyez du gov dans Attends, l'URL. non, parce qu'il y en a maintenant aussi qui mettent des gov dans leur URL. C'est excusez-moi. Hein. On va vous donner le lien. Parce que ça, tout le monde le fait. Hein. C'est le lien le plus... Il est moche, hein. Et ben c'est lui. Il est compliqué. Parce que un ESTA US, par exemple, estaus.fr, ce serait une arnaque. Hein, oui. Voilà. Ah, non, non, pardon. Ah, voilà. C'est ce lien-là pour demander un ESTA. Normalement, ESTA, c'est pour prendre l'avion en direction des États-Unis. Si vous allez à la frontière terrestre, en principe, vous n'en avez pas besoin. En principe, parce que les agents des services frontaliers américains aiment quand même que vous ayez votre ESTA avec vous. Et que vous ayez déjà un ESTA enregistré dans leur système. Ah, il n'y a pas encore pour ça. Autant pour moi. Parce que j'ai vu la question, est-ce qu'on peut faire une demande de PVT Canada avec un passeport de Nouvelle-Zélande? Oui, puisque le Canada et la Nouvelle-Zélande ont un accord. En revanche, j'étais en train de regarder s'il y avait déjà le nombre de places, etc. Mais... Non, mais je crois qu'ils sont en quota illimité, non? Non, ça c'est l'Australie. Ah d'accord. Ouais. Oui, mais enfin, il y a des places. Hein. Pour les Néo-Zélandais, en général, il y a des places. Voilà. Parfait. Bonsoir. Quels sont, pour vous, les points les plus compliqués du PVT? Si nous sommes tirés au sort, quels conseils pouvez-vous donner? On en a un surtout qu'il faut bien falloir écouter. Ne rate pas l'invitation. C'est le plus important en fait. Et on n'a que 10 jours. Quand on est tiré au sort, on a 10 jours pour dire commencer la demande ou refuser
mon invitation. Si on fait rien, on perd sa place, on est exclu du bassin. Et si on veut Vous recandidater, pourrez vous réinscrire. on pourra se réinscrire dans le bassin. Mais en gros, sous 10 jours, il faut faire quelque chose. Et comme le disait Marie tout à l'heure, depuis 2 ans, là, tous les ans, il y a des milliers de gens qui ne voient pas qu'ils sont tirés au sort. Ils ne le voient pas assez tôt, en fait. Et donc, c'est la plus grosse source d'erreur, selon nous. Après, remplir les formulaires, voilà, soyez bien vigilants. Joignez bien tous les documents. Enfin, moi, je pense un point important sur les formulaires. Ils sont pas très compliqués. Il faut juste être précis dans tout ce que vous racontez. C'est le formulaire sur les antécédents d'emploi qui est à remplir en ligne. Et pareil, comme je disais tout à l'heure pour le CV, il faut qu'il soit extrêmement complet, que vous expliquiez vos périodes d'inactivité aussi, si vous étiez au chômage, etc. Vous expliquez tout en gros depuis que vous avez 18 ans. Vous indiquez à chaque fois dans quel pays et dans quelle ville vous vous trouviez. C'est hyper important. Voilà. Faites ça, s'il vous plaît. Respectez les délais. Vous avez 20 jours une fois que vous acceptez votre invitation pour payer et les frais, donner les documents et les formulaires. Et ensuite, 30 jours pour aller faire la biométrie. On a eu des fois des cas comme ça. J'ai vu l'autre jour, mon mari n'a pas pu y aller parce qu'il bossait. Non, je veux dire, vous avez été tiré au sort. C'est pas un argument valide. Ouais, voilà, voilà, donnez-vous les moyens de l'avoir, quoi. Disons ça comme ça, mais en réalité, il n'y a pas vraiment des causes de refus. La plus grosse erreur, c'est de ne pas avoir son invitation. Ça, je pense que vous l'avez compris. Et ensuite, quand même, vous ratez pas sur les antécédents marqués, enfin sur les antécédents d'emploi, marquez-les bien tous. Attends, il y avait d'autres points un peu fourbasses. Ne mentez pas, tout bête. N'essayez pas de cacher des trucs, ça sert à rien. Et oui, des causes de refus. Alors, parce qu'on va vous demander si vous avez eu des soucis avec la justice. Ça va être traité au cas par cas. Il y a des problèmes qui vont pas être vraiment problématiques. Alors que d'autres, typiquement l'alcool au volant ou cannabis au volant, au Canada, ça passe pas du tout. Sauf si ça commence à dater pas mal et que vous avez moyen un petit peu de montrer que vous avez évolué, etc. Mais si c'est assez récent, vous avez très forte chance d'avoir des refus. Un refus. Oui, faites attention sur quand on vous donne des dates limites. En général, c'est la veille de la date limite que vous devez respecter, à laquelle vous devez soumettre tel ou tel document. L'année dernière, il y a certaines personnes qui disaient « Ah, mais moi, la date limite, c'était genre le 15 juin. » Et bien, en fait, il fallait le soumettre avant le 15 juin. Voilà. Donc, faites attention à ces dates limites-là. À chaque fois, dans vos formulaires, vous aurez souvent des dates limites. Envoyez toujours au maximum la veille. Et évitez de l'envoyer à la dernière minute. Vraiment, parce si le site est en panne, si vous avez des problèmes de connexion, parce que ça fonctionne souvent comme ça va être le chaos. Voilà. Bonsoir, est-ce que si on postule pour le PVT en 2020 et qu'on n'est pas pris au tirage au sort, est-ce qu'il faut refaire toutes les démarches pour l'année 2021 ? Oui. Sauf la création de compte, la clé GC, comme on le disait tout à l'heure, pour les gens qui avaient un compte en 2019, ils peuvent réutiliser le même. Simplement, il faudra qu'ils attendent. Il faudra attendre en fait que la saison 2021 ouvre, comme ça va être le cas là lundi pour 2020, et déposer à nouveau une candidature dans le bassin de candidats. Oui, pour les gens qui n'étaient pas là ou qui auraient raté l'info, les bassins 2020 ouvrent lundi prochain à 15h, heure française, 9h, heure du Canada. Juste en rappel. Voilà, c'est ça, si vous avez raté. Donc, effectivement, on peut recandidater autant de fois qu'on veut, il n'y a pas de souci. Une question particulière, ce n'est que les empreintes digitales. Je fais un sport qui abîme beaucoup les mains, donc ce n'est pas les empreintes des mains complètes. Alors, c'est normalement, je sais plus. Normalement, c'est les doigts. Ouais, pour moi, c'est les doigts aussi. Normalement, c'est des doigts. Par contre, il est quand même dans ton intérêt d'essayer d'arrêter le sport quelques jours avant. Il y a des gens qui ont eu l'année dernière un problème parce qu'ils faisaient des métiers manuels et c'est un vrai souci. Et donc, essaye quand même d'arrêter le sport quelques jours avant parce que ça peut poser des problèmes. En gros, les autorités canadiennes, si elles sont en mode paranoïa à fond, ils pourraient penser que tu le fais exprès pour cacher des empreintes, pour cacher quelque chose. Donc, essaye de prendre soin de tes mains avant, dans les jours qui précèdent ta collecte des données biométriques. Je vais y arriver. Ensuite, si j'habite en Belgique depuis plus de 17 ans avec une carte de séjour et un passeport portugais, c'est original tout ça. Et tu es français, bien sûr, non ? Non, je pense que c'est un passeport portugais. D'accord, ok, ça aurait été... Oui. Effectivement. Est-ce que ça pose un problème pour le bassin ? Alors, il faut que je vérifie. Il me semble que le Portugal, non. Parce qu'en gros, pendant que Marie fait sa recherche, quand vous êtes français, vous n'avez aucune obligation de résider habituellement en France. Vous pouvez tout à fait vivre depuis des années dans un autre pays comme la Belgique. Mais quand on est belge,
autant on peut tout à fait être parti en Argentine faire ses études ou être en PVT en Corée du Sud, par exemple, mais il faut vivre habituellement en Belgique. Voilà, partir 1 an, ça passe, mais si ça fait 10 ans qu'on vit en France, on n'est pas éligible au PVT. Dans le cas des Portugais, il me semble que c'est comme les Français, qu'il n'y a pas d'obligation de résidence, mais c'est toujours bien de vérifier. Ouais. Mais je crois que je suis pas. Je crois pense que aussi, ouais. Parce qu'on s'était dit, les Portugais qui vivent en France peuvent le faire. Oui. Mais je vérifie quand même, soyons clairs. Effectivement. C'est sur le site des autorités canadiennes qu'on vérifie ça. Hein. Toujours. Toujours. Le site des autorités canadiennes, c'est la vérité. Être citoyen portugais, posséder un passeport portugais valide, être âgé de 18 à 35 ans, disposer d'au moins blabla. C'est bon. C'est bon, il n'y a pas la question de la résidence. Donc oui, si tu vis depuis 17 ans au Portugal, en Belgique et que tu as un passeport portugais, tu peux postuler en tant que portugais, pas en tant que belge. Tu n'es pas belge. Si tu n'as pas de passeport belge ou la citoyenneté belge, tu n'es pas belge. En tout cas, le bassin ouvre aussi lundi pour toi et les Portugais auront 1750 places dans le quota. Donc, c'est la fête. Voilà. Ensuite, bonsoir. Est-il mieux du coup de prendre un appartement à l'avance, de regarder avant de partir en PVT ou de prendre un appartement sur Airbnb puis chercher un boulot? Alors là, on est vraiment hors thématique. Voilà. Bon, moi, de toute façon, je considère toujours qu'il faut louer un appartement, enfin quelque chose de temporaire à distance comme un Airbnb ou une auberge de jeunesse et chercher un appartement là-bas. Mais là, on est hors thématique. On ne peut pas partir sur ça, sinon le live va durer à peu près 2 ans. Exactement. Voilà. On vous invite en revanche à télécharger le guide des PVTistes au Canada. Il est gratuit au format PDF. Vous allez sur pvtist.net dans Infos pratiques et il est dedans. Et il y a tout ça. On parle de toutes ces questions-là. Sinon, on a des dossiers préparer son départ. On a énormément de contenu. Alors, parce qu'il y a plein de gens qui ne savent pas qu'on est forcément, qu'en plus, on a un site internet. Oui. Mais donc, toutes les deux, on travaille sur le site pvtiste.net, qui est donc un site internet. Et il y a énormément de contenu sur notre site. Il y a le guide, comme Julie disait, mais on a aussi des dossiers, on a des news, on a des interviews, des témoignages, on a un PDF qui est sorti il y a quelques mois qui s'appelle Paroles de PVTistes. On a énormément de contenu sur notre site. Ce serait dommage de vous limiter seulement à la page Facebook. Oui, vraiment. Totalement. En gros, concrètement, on a énormément de contenu sur notre site. Donc, il y a plein de choses à voir, plein de choses à lire. Plein de façons de vous renseigner pour trouver des infos. Il y aura toutes les questions sur le logement. On a aussi des bons plans. Des réductions. Air Transat, ça c'est le bon plan préféré de tout le monde. Air Transat, c'est une compagnie aérienne canadienne qui vous permet d'avoir 23 kilos de bagages dans supplément offert. Si vous passez par notre site. Si vous passez par PVTist. Donc vous allez sur pvtist.net dans Bon Plan, vous les retrouverez. Il y a des banques canadiennes qui vous font, la Banque des Jardins vous offre 1 an de gratuité bancaire avec 1 mois d'assurance Globe PVT offert. La BNC, la Banque nationale du Canada, vous offre 3 ans de gratuité avec un petit cadeau de $50 à l'arrivée. On vous laissera fouiller dans les bons plans, mais allez faire un peu votre marché. N'hésitez pas à les voir parce que ils sont en général faits pour vous, hein, même tous. Ils sont tous faits pour vous. Donc, allez les voir. Regardez-les une fois que vous avez votre PVT aussi. Voilà. Petit point important parce que prenez pas d'assurance, ouvrez pas un compte ou de billet d'avion alors que vous n'avez pas votre PVT. Tout à fait. Voilà. On nous demande à l'instant jusqu'à quel moment on peut annuler un PVT et être remboursé. C'est une bonne question. Alors, c'est une très bonne question. Ça permet d'aborder quelque chose d'important. C'est hyper imprécis, on va dire. Vous pouvez annuler votre PVT jusqu'à ce qu'il vous délivre la lettre de correspondance ou lettre d'introduction qui est la dernière étape de votre demande. Oui. La lettre, en gros, qui vous dit « Votre demande de permis de travail a été acceptée. Veuillez vous rendre au Canada avant 12 mois pour valider votre PVT. » Si vous souhaitez annuler votre PVT, il faut que ce soit avant l'émission de cette lettre. Et le problème, c'est qu'on ne sait pas tout à fait quand cette lettre peut être émise. En gros, concrètement, à partir du moment où vous faites vos données biométriques, la lettre d'introduction peut être envoyée à peu près à n'importe quel moment. Parce que l'année dernière, pour certaines personnes, ils recevaient leur lettre d'introduction 4 heures plus tard. Pour d'autres, il fallait attendre 8 semaines, 8 semaines, c'est les délais normalement officiels de traitement, quoiqu'en ce moment, c'est plutôt affiché 5 semaines. 5 semaines, ouais. Du coup, en fait, il faut faut annuler avant cette lettre. Avant cette lettre, et vaut mieux, en gros, concrètement, si vous n'êtes pas sûr de partir, si vous pensez vouloir l'annuler, vaut mieux le faire avant que vous fassiez vos données biométriques. La journée a été dure avec l'ouverture du PVT annoncée pour lundi. Beaucoup d'émotions. Donc, juste quelque chose. Je demande mon PVT, je l'annule avant d'obtenir ma lettre d'introduction. Je suis remboursée. Je peux de nouveau faire une candidature pour le PVT pour cette année comme pour l'année prochaine.
Je ne suis pas considérée comme participant au PVT. En revanche, j'obtiens ma lettre d'introduction ou lettre de correspondance. Je ne peux pas l'annuler, mon PVT. Vous ne pouvez plus l'annuler après. Voilà. Vous n'êtes pas obligé de partir, évidemment, mais vous ne pouvez plus l'annuler. Voilà. Vous êtes considéré comme participant. Vous ne serez pas remboursé. Votre place ne sera pas donnée à quelqu'un d'autre, contrairement à l'annulation avant la lettre d'introduction. Mais dernière chose, si vous ne partez pas sous 12 mois au Canada pour activer votre PVT, il est perdu à vie. Le PVT Canada, ça s'obtient qu'une fois dans la vie. Et ça, quand on le dit, il y a beaucoup de gens qui sont surpris. Là, Destination Canada, je pense qu'on a eu au moins 5 personnes dans ce cas-là qui ont eu un PVT il y a 3 ans et qui se sont dit, bon, bah, je ne suis pas partie, donc cette année, je retente. Bah non. Bah non. C'est trop tard, c'est obtenu, c'est considéré comme utilisé. Donc, il faut vraiment, si vous allez au bout de la démarche, être sûr que vous voulez partir dans les 12 prochains mois. Disons que des fois, quand on est tiré au sort, on peut se dire oh, « c'est bon, c'est un signe, il faut absolument que je le demande ». Non, c'est un signe que si vous êtes prêt à partir dans 12 mois. Vraiment. Ouais. C'est sûr que peut-être que refuser votre invitation, ça va un petit peu vous faire mal au cœur, mais faites attention à ce que ce soit vraiment votre projet, en fait, de partir. Sinon, voilà, dans 2 ans, dans 3 ans, vous allez regretter. Ou dans certains cas, ce que font beaucoup de gens, c'est aussi de pas partir dans l'année, mais faire un aller-retour pour aller le valider, etc. Oui. C'est une perte d'argent, enfin c'est des choses comme ça. On vous partage actuellement un lien qui s'appelle « N'acceptez pas votre invitation pour le PVT Canada si vous n'êtes pas prête à partir dans les 12 mois. Oui. » Nous, ce qu'on dit en général aux gens qui veulent partir au Canada, c'est « Est-ce que tu es prêt à partir dans les 12 mois? Si oui, bah, quand le bassin est ouvert, n'hésite pas à t'inscrire. Si tu es prêt à partir dans 2 ans, inutile de t'inscrire pour l'instant au PVT Canada. » Et par exemple, quelqu'un qui voudrait partir, on va dire en juin 2021, parce qu'il sait qu'il termine ses études à ce moment-là. S'il était tiré au sort en janvier, on lui conseille, même si ça lui fait mal au cœur, de refuser son invitation. Il va rester dans le bassin de candidats et s'il a de la chance, honnêtement, ça arrive tous les ans, donc bon, voilà, faut quand même avoir de la chance. Hein. S'il est retiré au sort au mois de mai, qu'il obtient son PVT au mois de juin ou au mois de juillet, ça collera beaucoup plus à son projet. Sinon, s'il l'accepte en janvier et qu'il a son PVT en février, 1 an plus tard, en février 2021, il va aller au Canada pour valider son PVT en dernière, à la dernière minute. Il va devoir arriver avec 2 ans d'assurance PVT s'il est français ou 1 an d'assurance PVT s'il est belge, parce que l'agent d'immigration qui va le recevoir va lui donner un PVT qui sera de la durée de son assurance PVT. Ces vérifications sont peut-être 3 fois sur 5 ou 4 fois sur 5, c'est vraiment très très fréquent. Si vous êtes allé en Australie ou en Nouvelle-Zélande en PVT, vous avez dû voir que les vérifications sont rarissimes, voire absolument inexistantes. Mais pour le Canada, les vérifications des économies, donc 2 500 $ canadiens au moment d'arriver au Canada, et surtout l'assurance, sont hyper fréquentes. Donc, allez valider son PVT pour 2 ans en février 2021, alors qu'on n'a pas du tout l'intention de le commencer à ce moment-là, c'est payer 2 ans d'assurance PVT, de la payer pour rien en février, mars, avril, mai, et de commencer vraiment son PVT en juin. Voilà. Donc, faites attention à pas vous tromper. Ouais. Voilà. Lisez bien la tribune, ça reprend tous ces arguments-là. Voilà. Ne jetez pas de l'argent pour rien. Alors après, il y a pas mal de questions, mais là, on va regarder, mais je pense que ça ne concerne pas la demande de PVT. Est-il nécessaire d'avoir un PVT si on est travailleur indépendant ou auto-entrepreneur? Oui. Oui. Voilà, on va répondre ouais, parce que là, la première, faire coïncider une demande avec le fait de trouver un emploi au Canada, c'est pas forcément… Avec un PVT, pouvons-nous travailler à l'hôpital ou chez les pompiers? Chez les pompiers, je ne suis pas sûre parce que je crois qu'il y a des questions de citoyenneté ou de résidence permanente canadienne, mais par contre, l'hôpital, oui, si tu as passé des examens médicaux. Et si tu es autorisé à exercer. Le fait de faire coïncider la demande de PVT avec le fait de trouver un emploi au Canada, c'est tout à fait possible. Simplement, trouver un emploi n'aidera pas à avoir un PVT plus facilement et à obtenir un PVT va pas forcément faciliter l'accès au travail parce que parfois les employeurs vont vous dire t'as un PVT, bah viens et on se rencontrera à ce moment-là. Donc on peut tenter de faire coïncider. Par contre, si on a trouvé un employeur qui a l'air vraiment motivé à nous embaucher, peut-être qu'on peut plutôt demander un permis jeune professionnel ou mobilité francophone. Ou mobilité francophone, si le but, c'est pas de faire du vacances-travail. Parce qu'au Canada, souvent, on n'a que 2 semaines de congés payés par an. Donc, avec un PVT, vous prenez des vacances quand vous voulez. Hein. Vous pouvez travailler 8 mois, voyager pendant 4 mois et retravailler. Avec un permis de travail classique, en revanche, au début, vous risquez d'avoir peu de vacances. Donc, ça peut ne pas correspondre à votre projet. Petit point, si vous voulez en savoir plus sur les autres catégories d'Expérience Internationale Canada et sur Mobilité francophone, on vous invite à lire le lien qui s'appelle « Choisir la bonne catégorie pour Expérience Internationale Canada ». J'espère que ici. Oui, c'est ça, exactement.
Voilà, et il va arriver. Parce qu'il y en a beaucoup qui connaissent pas. Ils pensent PVT, mais il y a aussi. Il y en a, ils attendent 6 mois d'avoir une invitation. Ils ont un employeur qui les attend, alors qu'ils sont peut-être éligibles au permis Jeune Pro ou au permis mobilité francophone. Et ce serait quand même dommage de perdre des opportunités professionnelles à cause de ça. Oui, les employeurs vous attendent pas 100 ans. Point important quand même, si vous obtenez un JP, jeune professionnel, vous ne pourrez plus demander de PVT Canada à l'avenir. Les deux sont plus cumulables. On ne peut pas, c'est l'un ou l'autre. On ne peut pas faire les deux. Exactement. Ensuite, pour la question de l'auto-entrepreneur. Alors, pour les gens qui veulent être indépendants au Canada, auto-entrepreneur au Canada, par exemple, j'avais connu quelqu'un qui faisait des one-woman shows, du moins qui essayait de le faire, ou quelqu'un qui va être graphiste ou qui va être traducteur en freelance. Le PVT, c'est un peu le seul permis pratique temporaire pour y aller. Voilà, parce qu'en fait, tous les autres, Jeune Pro, mobilité francophone, il faut trouver l'employeur avant et on peut bosser que pour lui. Alors qu'avec un PVT, on peut avoir différents clients. Là aussi, on a un article sur le site pour le fait de travailler comme travailleur autonome au Canada. Je vous invite à le consulter. En revanche, si on est auto-entrepreneur en France et qu'on veut aller au Canada pendant 2 ans pour vivre, effectivement, le PVT, c'est une bonne option. On peut tout à fait continuer à travailler pour la France. Si par contre, on veut le faire pendant 3 ou 6 mois, c'est pas nécessaire d'obtenir un permis, un PVT. En fait, si on est traducteur pour la France, pour des boîtes françaises et qu'on veut voyager 6 mois au Canada, un permis touristique suffit. Voilà. Cela pose-t-il problème de débuter des démarches d'un permis de travail fermé lorsqu'on a déposé une demande de PVT? Non, mais pourquoi du coup garder la demande de PVT si tu vas partir au Canada avec un autre moyen? Je ne sais pas, ça dépend de toi, mais normalement, nous, en général, les démarches peuvent se faire en même temps. Oui, parce qu'en fait, c'est pas forcément utile. Généralement. Et ça dépend du type de permis de travail fermé. Si c'est pour un JP, comme on t'a dit, ça aura une incidence sur le fait que tu obtiennes un PVT parce que tu ne pourras plus obtenir de PVT si tu as obtenu un permis jeune professionnel JP. Et puis tout simplement, dans le cadre du permis jeune professionnel, il y a aussi un quota. Généralement, en fin de saison, c'est peut-être un peu moins facile d'avoir une place. Mais en début de saison, on a de grosses chances d'obtenir une place parce que c'est pas comme le PVT, il y a beaucoup moins de concurrence. Il faut déjà avoir trouvé l'employeur avant. Donc en fait, autant tenter le jeune pro directement. Voilà, enfin c'est à toi de voir quoi. Une question, question sur les métiers, non. Est-ce que l'on a plus de chances d'être éligible si on a déjà une demande d'employeur sur place? Pour le PVT, non, absolument pas. Par contre, vous pourriez être éligible à d'autres catégories, jeunes professionnels ou mobilité francophone notamment. Donc, on vous invite à regarder le lien, choisir sa catégorie qui pourrait vous être utile et vous sortir rapidement de... vous n'auriez pas à passer par la lente et le lent et difficile chemin du PVT. Oui. J'ai pour projet de partir réaliser un stage à Montréal à partir de début mai pour 2 à 4 mois dans le cadre de mon master 1. Si je suis tirée au sort à temps, avant le PVT peut-il m'être utile? Alors, il y a un permis stage coop international qui est fait pour ça. Si tu es française ou français, effectivement, française. Si tu es belge, effectivement, il n'y a pas de permis stage. Dans ce cas-là, le PVT peut être une bonne option. Simplement, ça s'obtient qu'une fois dans la vie. Donc, à toi de voir si ça te suffira. Voilà, si tu l'utilises pour 2 ou 4 mois, tu pourras pas, dans 3 ans, dire j'aimerais bien utiliser les 8 mois restants pour atteindre 12 mois. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Le PVT, il commence quand on arrive, il a une durée d'1 an quand on est belge ou de 2 ans quand on est français, et il se termine à l'issue de cette période. En revanche, si tu es française, obtenir un PVT pour faire un stage, c'est hyper dommage, autant demander le stage coop. En revanche, j'ai eu des gens récemment qui pensaient faire un stage de 2-3 mois en début de PVT et ensuite rester pendant vraiment 2 ans. Là, pour le coup, c'est tout à fait cohérent de faire ça. Master 1, ça veut dire que normalement, tu vas embrayer sur un Master 2 et donc là, dans ton cas, c'est peut-être pas dans ton intérêt. Oui, effectivement, le permis stage peut être quand même plus approprié. Ouais, alors dans tous les cas, si tu es française, le permis de stage, tu te poses pas la question, c'est le permis de stage qu'il te faut. Oui, c'est ça. Donc, clairement, tu vas tellement regretter d'avoir utilisé ton PVT pour un stage de 2 à 4 mois alors qu'il existait une autre catégorie. Non, c'est clairement stage. Est-ce qu'on est... Et vous avez le droit de cumuler stage et PVT, pardon. Oui, effectivement, ça c'est ça pour le coup, c'est tout à fait cumulable. Stage PVT. Enfin, stage puis PVT ou PVT puis stage. Puis. Ouais. Voilà, il y a un puis entre les deux. Et ça peut être puis 3 ans plus tard. Exactement. Voilà. Stage coop, pour stage coop, on devrait être sélectionné dès le début, quasiment non. Si c'est pas à la première, c'est à la deuxième ronde. À peu près. Ça va dépendre. Ça se trouve, tout le monde cherche un stage au Canada actuellement et dans ce cas-là, il faudra attendre un peu plus. Bon, en début de saison, généralement, il y a plus de chances quand même d'avoir une place. Voilà. C'est qu'à la fin de la saison, là, on a vu finalement qu'il restait des gens quand même sur le carreau.
Mais c'est quand même beaucoup plus facile que pour le PVT, ça, il n'y a pas photo. Oui, normalement, vous devriez être invité relativement rapidement après le début des rondes. Attention, parce que l'ouverture des PVT, enfin l'ouverture des bassins, donc lundi prochain, ne va pas vouloir dire forcément début des rondes immédiatement plus tard. Hein. Ça pourrait prendre un peu de temps. On en a parlé tout à l'heure, mais voilà, il pourrait y avoir plusieurs semaines entre l'ouverture des bassins et la première ronde. Exactement. Donc c'est vrai que les gens qui ont un stage en janvier-février, ça paraît chaud. Très compliqué. C'est chaud. Hein. Ouais. C'est chaud. On va pas se mentir, c'est vraiment chaud. Voilà. N'hésitez pas à contacter vos employeurs pour leur dire, vous savez, c'est pas sûr que je puisse vraiment arriver en janvier. Hein. Ouais. Ah, point important, si vous avez une demande en cours de stage et que votre employeur vous dit de venir, même si vous n'avez pas encore votre permis de stage, c'est une mauvaise idée. Vous risquez, à votre arrivée au Canada, ils vont voir que vous avez une demande en cours, ils vont vous demander ce que vous venez faire. Si vous répondez à un stage, bon, ils vont sûrement vous renvoyer dans le premier avion. Si vous répondez touriste alors que clairement, il est évident que votre employeur veut que vous commenciez à travailler alors que vous n'avez pas les autorisations requises, vous risquez de vous retrouver dans un avion à destination de la France. Voilà. Avec une interdiction de territoire en cadeau, parfois. Parfois, pas toujours heureusement, mais parfois quand même. Et dans tous les cas, vous devrez payer le billet de retour à vos frais. Donc, c'est pas dans votre intérêt de partir pour un stage ou un JP alors que vous n'avez pas encore obtenu le droit de travailler. C'est pas recommandé, c'est vraiment pas recommandé du tout. Chaque année, il y a des gens qui font juste des allers-retours. Ce qu'on vient de dire là concernant le stage qui débute au 1er février, ça paraît compliqué. On ne sait pas, on ne peut pas te le garantir. C'est surtout dit à ton employeur que c'est pas sûr. Peut-être un peu plus tard, ouais. Quand j'ai regardé la procédure sur le site, quand les bassins étaient fermés, j'ai vu qu'il y avait une question qui dit « Avez-vous une lettre prouvant que vous aurez un stage à l'université de Newfoundland ?» C'est le cas. À quel point ça facilite la démarche? What? Moi aussi, j'allais dire « Je ne sais pas ». Ah non, c'est les lettres, c'est les organisations reconnues. Alors, peut-être que tu n'es pas passé par le Si, c'est les questions. À un moment, en fait, dans les questions, tu as est-ce que vous avez obtenu une lettre d'approbation d'une organisation reconnue? Dans ce cas-là, tu n'en as pas besoin pour faire une demande de stage, pour le coup. Non, et ça ira pas plus vite. Non. Ensuite, tu veux faire un stage? Oui, si tu veux faire un stage, si tu veux faire... Je suis pas sûre de... Je sais pas si tu as commencé la bonne demande, en effet. Je suis pas sûre. Normalement, c'est plutôt genre, avez-vous été accepté? Attendez. Enfin, vas-y, continue pendant ce temps, on continue. Est-ce que vous savez, on vient d'en parler, fin janvier aussi, c'est la même chose. Les documents demandés pour le PVT sont les mêmes que pour le stage, plus ou moins, plutôt moins. Il vous faut une convention de stage. Il faut une convention de stage et vous allez aussi devoir, votre employeur va devoir en fait saisir l'offre d'emploi qui vous fait. Et une preuve de scolarité, je crois. Preuve de scolarité, convention de stage, et l'employeur va devoir en fait saisir l'offre d'emploi qu'il vous fait sur le portail des employeurs. Et donc, vous allez devoir lire ce qu'il aura saisi sur Internet avec votre demande. Mais voilà, en tout cas, pensez surtout à la convention signée par tout le monde et puis la preuve de scolarité. Là aussi, dans le tutoriel, on explique tout. On le mettra à jour au besoin prochainement, mais il y a moyen que ça ne change pas trop. Est-ce qu'on peut appliquer au PVT tout en étant encore avec le visa stage qui se termine en avril? Oui. Tout à fait. Il faut simplement être tiré au sort comme pour les autres candidats, en fait. Donc, si tu es tiré au sort avant la fin de ton stage, c'est pas gênant. Tu as tout à fait le droit dans ton cas, oui, de finaliser ta demande de PVT en étant au Canada. En plus, on l'a dit tout à l'heure, depuis hier, tu auras la possibilité de faire prélever tes données biométriques depuis le Canada. Tu n'auras plus besoin de sortir pour le faire. Par contre, si tu veux enchaîner les deux, il va falloir que à la fin de ton stage, tu sortes. Soit tu rentres en France, soit tu vas en vacances aux États-Unis. Soit tu fais un tour du poteau et tu reviens au Canada pour valider ton PVT. Un tour du poteau, c'est aller aux États-Unis juste pour entrer, sortir directement pour revenir au Canada, valider un permis. Donc le PVT en l'occurrence. Mais voilà, dans ton cas, c'est ça le meilleur des scénarios. Et puis si tu n'es pas tiré au sort d'ici avril, il faudra là, pour le coup, rentrer en France et puis espérer être tiré au sort depuis la France ou la Belgique. Alors en effet, en fait, ils ont apparemment changé l'outil Venir au Canada. On peut même plus accéder au début des questions de IC. Elles y sont plus pour l'instant. Donc on peut pas t'aider sur le truc de Newfoundland, malheureusement, parce qu'on n'est pas sûr de la procédure que tu engages. Mais grosso modo, généralement, il n'y a pas plus de chances d'avoir un permis EIC que quelqu'un d'autre. Il n'y a pas de sélection des gens, donc je vois pas pourquoi pour un stage ici ou là. Non, pour un stage, non, clairement. Non, normalement, ça devrait pas influencer la demande.
Ensuite, est-ce qu'on peut demander à un jeune pro et un PVT à la fois? Donc, on a un peu répondu tout à l'heure. C'est pas vraiment utile. Si on demande à un jeune pro, c'est qu'on a l'employeur. Donc, autant On demander. vous renvoie là toujours au lien ça s'appelle choisir sa catégorie UIC, un truc Voilà. comme ça. C'est le mieux. Voilà. Ça dépend du projet, honnêtement. Ça dépend voilà. de votre projet. Exactement. Pour le permis jeune pro, est-ce qu'il faut fournir une preuve de diplôme ou est-ce que c'est pas nécessaire? J'ai terminé tous les cours, mais la cérémonie de diplôme n'ayant lieu qu'en mai 2020, j'aurais pas ce diplôme concret. Ça dépend du niveau d'emploi. Ouais. Catégorie A, B ou 0, c'est qualifié. Il n'y a pas besoin d'une preuve de diplôme. Catégorie C, c'est non qualifié. Vu que vous faites un peu figure d'exception, enfin, les gens qui auraient une offre d'emploi pour un emploi de catégorie C font un peu figure d'exception pour le jeune professionnel. C'est-à-dire que les autorités canadiennes tolèrent qu'ils y participent, mais ils doivent démontrer qu'ils ont un diplôme dans le domaine et voilà. Il faut qu'il y ait un diplôme d'enseignement supérieur. Voilà. Et pour le jeune pro, on nous pose la question, c'est comme le stage, vous avez de grandes chances d'être invité à présenter une demande assez rapidement. Il n'y a jamais de garantie de l'avoir, mais normalement, ça devrait le faire dès le début. Pour les stages, donc on a vu, il y avait 4250 places. Pour les jeunes professionnels, il y en a 2200. Franchement, pour l'instant, pour les premières semaines, ça devrait aller normalement. Ouais. Enfin, pour les premiers mois, oui, ça devrait aller. Concernant les données biométriques, faut-il prendre rendez-vous maintenant? Non. Ça, on a répondu tout à l'heure. Non, vaut mieux. Alors, à la rigueur, si vraiment tu es sûr de payer au bon moment, etc., tu peux, une fois que tu as été invité, prendre rendez-vous. Si tu es sûr d'aller au rendez-vous et d'avoir obtenu ta lettre d'instruction avant d'aller au rendez-vous. C'est ça. Ça veut dire que si le rendez-vous, il est dans 3 jours, c'est pas forcément futé. Si le rendez-vous que tu prends, il est dans 20 jours, tu as tout à fait le temps, là, vite, de donner les documents, les formulaires et payer les frais. Non, tu les prends pas maintenant dans tous les cas parce qu'on ne sait pas quand vont avoir lieu les premières invitations. Oui, ça, voilà, c'est déjà, ça oui. Mais dès que tu seras invité, ça, éventuellement. Plutôt quand on est invité. Dès que tu auras reçu une invitation. Éventuellement, tu peux envisager de prendre ton rendez-vous suffisamment en avance. Tu fais pas genre 3 jours en me disant c'est bon, ils vont m'envoyer la lettre d'instruction. Parfois, il arrive qu'ils ne l'envoient pas sous 24 heures et qu'il faille un peu plus de temps. C'est ça. Et si tu n'as pas la lettre d'instruction, tu vas au rendez-vous pour rien. Pour rien. Donc, voilà, faut pas. Et ne prenez pas des rendez-vous comme ça au hasard, etc. parce que ça va pourrir tout le monde. Oui. Voilà. Ça va retarder toutes les prises de rendez-vous des autres qui, du coup, vont les prendre plus tard. Vous aussi, finalement, vous empêchez de prendre rendez-vous quand vous voudrez. C'est dans l'intérêt de personne de prendre des rendez-vous comme ça, n'importe comment. Tout à fait. Ensuite, pour le JP, à quel point l'immigration est pointilleuse sur le fait que le job trouvé soit en lien avec mon expérience et sur le fait que le job permette une évolution de ma carrière, dans ma carrière. Bah, faut que ce soit quand même un peu lié, quoi. Un boucher qui trouve un boulot de boulanger, là, ça passera pas du tout. Ça passera probablement pas. Ouais. Il faut que ce soit quand même un minimum en lien. Aucun lien, ça reste bizarre. Voilà, faut qu'il y ait quand même quelques liens. Et puis après, l'évolution dans la carrière, je sais pas dans quelle mesure c'est vraiment. Si tu étais manager, peut-être pas redevenir comment dire, au stade en dessous. Très probablement, mais on n'a pas, je crois qu'on n'a pas. Ça, pour le coup, non, ça peut être un peu en dessous. Ça c'est pas forcément. On peut commencer en bas de l'échelle, c'est pas forcément un problème. On n'a pas vraiment de refus pour ça. Non. On n'a pas eu depuis longtemps. Pas depuis longtemps, donc c'est vrai que ça ne devrait pas poser problème. Mais normalement, c'est un perfectionnement professionnel. Par exemple, que vous alliez travailler dans votre domaine, mais un peu en dessous de ce que vous faisiez avant. Au Canada, ça reste un perfectionnement professionnel parce que vous allez apprendre de nouvelles méthodes de travail, etc. Éventuellement une nouvelle langue, ce genre de choses. Ouais. Pour un jeune professionnel, sous quelle forme doit-on présenter le contrat de travail? C'est pas vraiment ça, en fait. Je crois qu'il n'y a pas à présenter d'offre d'emploi. En fait, l'offre d'emploi, c'est l'employeur qui va devoir la saisir sur le portail des employeurs. Il va payer 230 $, ça va lui générer un numéro d'offre d'emploi qu'il va te donner. Et avec ce numéro d'offre d'emploi, tu vas relier ta demande avec l'offre d'emploi qu'il a. Voilà, donc c'est pas, t'as pas de document à joindre là-dessus. Non, pour l'instant, enfin l'année précédente, c'était pas le cas. On sait jamais si cette année il le ferait, mais pour l'instant c'est pas le cas. Et dans ce cas-là, on vous donnera des détails. On trouvera les détails. C'est ça. Est-ce qu'on doit maintenant, ça fait référence à ce qu'on a dit tout à l'heure, est-ce qu'on doit maintenant à la question si on va travailler dans le cadre de ses études si on applique à un jeune pro? Tu mets non. Oui, c'est pas dans le cadre de tes études. Dans le cadre des études, ça voudrait dire que t'es encore étudiant. Oui, mais est-ce que tu vas le faire dans le cadre de tes études? Ça valide quelque chose, c'est quelque chose qui t'est demandé. Si c'est pas le cas, non. Parce que. Ensuite, c'est pas très grave si tu réponds à cette question. C'est juste qu'on te proposera la catégorie stage. Si tu veux un JP, tu ne coches pas stage. C'est tout. C'est ça. C'est pas très grave, mais normalement, si c'est pas dans le cadre de tes études, tu réponds non. Ouais, voilà, en gros.
J'ai l'impression qu'on a fait le tour des questions. Ah, on va refaire les 2 questions. Si on n'est pas sélectionné au premier tirage au sort, peut-on l'être au suivant? Évidemment, vous n'avez rien à refaire. Oui. À partir du moment où vous êtes inscrit dans le bassin, tant que vous n'avez pas été invité, vous restez dans le bassin jusqu'à la fin de la saison. Voilà, vous vous réinscrivez pas à chaque ronde, Non. heureusement d'ailleurs. La seule chose qui fait que vous devriez vous réinscrire, c'est si vous avez été tiré au sort, que vous n'avez pas vu que vous étiez tiré au sort ou pas suffisamment tôt, vous avez été exclu du bassin, vous pourrez vous réinscrire dedans. Mais sinon, quand vous vous inscrivez au début, c'est parti pour toutes les rondes de la saison. Checkez une fois par semaine votre compte, pas sur votre le boîte site. mail. Voilà, pas le mail, le compte sur le site du Canada, là où vous avez créé la clé GC et déposé une candidature dans le bassin du PVT. Et ne choisissez pas tous le même jour pour le checker, sinon vous allez faire sauter les serveurs. Voilà, exactement. Voilà, récap des documents à fournir. Il n'y en a pas à fournir pour s'inscrire dans le bassin. Vous avez juste besoin de votre passeport pour vous inscrire dans le bassin. Et d'un passeport valide. Même si c'est pas très longtemps, mais au moins qu'il soit valide. Et si vous êtes tiré au sort, il faudra joindre un CV, un scan du passeport, une photo. Un formulaire sur votre famille. Attention, c'est pas votre livret de famille. Très important, ce sera un formulaire à télécharger sur le site des autorités canadiennes. Voilà. Il peut être particulier à télécharger. On a un article sur le sujet qui est en lien dans notre tutoriel pour vous expliquer comment l'ouvrir. Et au cas par cas, visite médicale et certificat de police des pays où vous auriez vécu plus de 6 mois. Hors France si vous êtes français et hors Belgique si vous êtes belge. Voilà, exactement. Donc voilà. Peut-on parler du tour du poteau, intéressant ou pas? Ouais, bah ça on en a parlé tout à l'heure. C'est pour quelqu'un qui demanderait un PVT depuis le Canada en étant étudiant ou stagiaire par exemple et qui veut valider son PVT. En fait, il doit sortir pour rentrer le valider, en sachant que vous n'êtes pas obligé de partir du Canada pour des vacances. Vous pouvez simplement faire un tour du poteau, c'est-à-dire aller aux États-Unis et revenir. Voilà. Ah, une question importante celle-ci. Oui. Peut-on travailler pendant ces 2 ans pour le même employeur ou est-ce comme en Australie, 6 mois maximum? Vous pouvez travailler pour 2 ans pour le même employeur. Oui, il n'y a aucune limite de cet ordre-là, de même que vous n'avez pas de métier qui soit interdit. Mais bon, ça encore une fois, c'est pas le sujet du jour. Oui. J'ai l'impression qu'on arrive au bout. Ouais. Sur les demandes, oui. Sur la procédure de demande de PVT, en sachant que pour tout le reste, on a le guide des PVTistes au Canada, téléchargeable gratuitement en PDF ou payant en papier au prix de 12 € si vous avez envie si vous préférez le papier. Et ça répondra à énormément de vos questions, en fait. Voilà. Voilà. J'ai l'impression que... C'était long. C'est vrai que là, on a fait un live qui est plus long que d'habitude par rapport aux autres pays. Je refais un petit tour. J'ai l'impression qu'on a... N'hésitez pas à consulter notre site. Toujours, on a du contenu. Il y a plein de choses à lire. On a une version du tutoriel qui est en version longue, une autre en version courte si vraiment vous aimez pas du tout la lecture et qui vous dit à quoi faire attention, quelles erreurs éviter. Ouais. Et si vous voulez des explications, le tutoriel version longue est parfait parce que vous saurez pourquoi on vous dit de répondre ça ou ça ou ça à tel ou tel moment. Exactement. Voilà. Donc voilà, ce qu'il faut retenir, c'est ça, c'est le tutoriel et puis tous les liens qui sont dedans, bien évidemment. Et puis plus tard, si vous avez le PVT, vous pourrez fouiller un peu plus sur le site. Sachez aussi qu'on a donc un forum de discussion. Hein. Si vous allez sur PVTist, il y a un onglet forum. Les gens se posent des questions, se répondent, que ce soit directement sur l'ordinateur, soit sur l'application PVTist. Donc on vous invite à la télécharger. Voilà, n'hésitez pas à vous entraider et surtout, j'insiste bien sûr, faites attention à Facebook. Il y a pas mal de choses qui changent, sauf que des gens très très bien intentionnés, certainement, ont fait une demande de PVT il y a 5 ans, il y a 2 ans, et en fait, ils sont pas au courant. Typiquement, j'ai vu il y a 3 jours, quelqu'un qui disait « Est-ce qu'on peut aller faire prélever sa biométrie sans rendez-vous ?» Oui, oui, c'est bon, moi je l'ai fait. Eh bien non, depuis le 2 novembre, c'est plus possible. Donc, il faut absolument que vous regardiez les informations les plus à jour possibles. Pour ça, bien évidemment, vous pouvez aller sur PVTist, mais vous devez aussi aller sur le site. Surtout, bien évidemment, sur le site des autorités canadiennes. Je sais que des fois, on s'y retrouve pas forcément sur ce site, mais on vous a joint normalement le lien vers la foire aux questions de Expérience Internationale Canada. Et en consultant cette foire aux questions, vous allez retrouver énormément de réponses qui sont officielles. C'est ça la source, en fait. Nous, on relaie. On clarifie certains cas, peut-être cas de figure qu'on a eu de la part de PVTistes qui ont eu des cas précis qu'ils ont partagés avec nous. Mais en tout cas, c'est le Canada qui vous donne les informations. Faites attention au on dit. On vous redonne... Voilà.
Raphaël, tout en bas de la page, on vous redonne le lien pour la page officielle d'Expérience Internationale Canada. Donc, n'hésitez pas à lire leur contenu. Oui. C'est l'information officielle. C'est tout ce que vous devez savoir sur le PVT. Et la foire aux questions est extrêmement bien faite et très complète. Voilà. Bon. On est bon? Voilà, ça nous paraît bon. Donc la vidéo va rester en ligne. Si vous avez raté le début, vous pourrez reconsulter le début de la vidéo. On espère que ça a répondu à vos questions. Je pense que oui, vu qu'on a répondu, je pense, à 272 questions. Manuel Lubet Amado, oui, tu valides ton PVT dès ton arrivée au Canada, même si tu as une escale. C'est dès ton arrivée. Oui, effectivement. Effectivement. Donc voilà. Bon, en tout cas… Boris, le tirage au sort random, est lié à ton dossier. Oui. N'est pas lié du tout à ton dossier, c'est vraiment random. Un tirage au sort, c'est un tirage au sort. Ça, c'est une question qu'on nous demande souvent. Ça peut pas être à la fois un tirage au sort et une sélection. C'est un tirage au sort. Comme au loto, je garde ma petite blague. C'est un loto. C'est voilà. Si vous êtes pris, vous êtes pris. Si vous n'êtes pas pris, vous n'êtes pas pris. Il n'y a pas de sélection des dossiers. Dernier point, Oui. Si vous n'êtes pas de nationalité française, mais que vous êtes résident en France, vous devez vérifier si votre pays dispose d'un accord de PVT avec la France. Si vous êtes par exemple tunisien, marocain, algérien, le Canada ne dispose pas d'accord de PVT avec ces pays. Oui. Et donc, vous ne pouvez pas faire de demande. Même si vous êtes résident en France, si vous n'avez pas de passeport français, vous ne pourrez pas faire de demande de PVT Canada. Vous pourrez peut-être faire d'autres demandes pour d'autres catégories d'immigration au Canada, mais pas pour Expérience Internationale Canada. Voilà. Bon, et ben en tout cas, merci beaucoup pour je ne regarde plus les questions. Vos commentaires, exactement. Je ne regarde plus les questions. On envisagera sans doute de refaire une séance d'information. Je ne sais pas si ce sera sur la demande de PVT ou sur le PVT en lui-même. En tout cas, on vous remercie. On ne regarde plus les questions, ça suffit. En tout cas, merci beaucoup pour votre attention. On vous souhaite bonne chance à partir de lundi. Voilà, on croise les doigts. Checkez votre compte chaque semaine. Voilà. Le leitmotiv. Consultez notre tutoriel et lundi, si le site bug, pas de panique, vous avez quand même quelques jours pour vous inscrire dans le bassin. Tant que la première ronde d'invitation n'a pas été annoncée, il n'y a pas de panique en fait. Voilà. En tout cas, bonne chance à tous et à très vite sur PVTist. À bientôt. Salut. Au revoir.